Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. On va parler de géographie, de nouvelle géographie. Vous avez vu que partout ça craquelle, ça tressaute, ça explose, ça se fissure. Ça précipite des espèces, les hommes, les animaux, les plantes à migrer ou à s'adapter. Donc ça représente aussi un vivier d'opportunités nouvelles. Et nous allons parler de cette nouvelle géographie avec deux invités qui sont prestigieux, qui ne sont pas géographes. Alors, je voulais vous demander dans la salle, qui est géographe parmi nous? Est-ce que vous pouvez lever la main? À part nos étudiants? D'accord, donc ça pourrait nous aider. Donc nous avons aussi avec nous des étudiants donc, qui vont poser nos questions, qui vont être un petit peu les fils rouges de cette conférence. Et nous aurons des questions. Alors si vous voulez lever la main et poser des questions en appui, des questions qui seront abordées par les étudiants, n'hésitez pas. Moi-même j'en aurai. Et puis ensuite on aura vraiment une grosse demi-heure réservée aux échanges avec la salle. Donc pour mieux cerner ces évolutions de la géographie physique et mentale même et humaine, on a donc avec nous Isabelle Autissier, qui est circumnavigatrice, la première femme à avoir fait un tour du monde seule en compétition, qui est ovation de la salle, qui est aussi ingénieure agronome, qui est présidente du WWF France, qui est une sirène, une mérienne, une terrienne, et dont les frontières sont mouvantes, liquides et certainement très engagées aussi. À ma gauche, j'ai donc un homme très prestigieux aussi, Gilles Boeuf, donc, qui est biologiste, bonjour, qui est professeur à l'université, alors Marie et Pierre Curie, ou Pierre et Marie Curie? C'est déjà mieux si on l'avait appelé comme ça. Pierre et Marie Curie, on va dire, et donc qui a dirigé aussi le Muséum national d'histoire naturelle de 2009 à 2015. Voilà, et qui dirige un laboratoire de recherche aussi à Banyuls. C'est un petit village catalan. Ça se prononce Banyuls? Bagnols-sur-Mer. Oui. Bagnols-sur-Mer. En catalan, Bagnols. La géographie. Voilà, et ses accents. Donc on va laisser les étudiants nous poser leurs questions. On essaiera de découper ça en trois parties assez classiquement, constat, enjeu et solution. Et puis ensuite, nous vous écouterons et nous répondrons à vos questionnements. Voilà, l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'assez dynamique et vivant. Donc on assiste à un monde en recomposition, une géographie en recomposition, j'ai pas dit décomposition. Et donc c'est ce qu'on va aujourd'hui essayer de garder un esprit un peu optimiste aussi. Voilà. Alors, est-ce que... Jules, tu peux nous poser la première question, s'il te plaît? Donc, ma première question, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir en quoi cette géographie est-elle nouvelle et comment l'approche géographique permet-elle de mieux comprendre les nouveaux enjeux climatiques? Voilà. Bon, allez, je vais essayer de m'y coller la première. Bonjour à toutes et à tous déjà. En fait, la question de géographie, je ne sais pas si elle est nouvelle ou pas nouvelle, c'est peut-être notre regard. Pour moi, la géographie, la première chose, c'est que nous sommes une toute petite planète dans un grand univers, qui n'a absolument rien à faire de notre petite planète d'ailleurs. Mais on est une petite planète extrêmement étrange, puisqu'on a plein d'eau liquide. Alors ça, c'est quand même ultra rare. Je ne sais même pas si on en a trouvé une autre dans l'univers qui ait autant d'eau liquide que nous. Et donc, évidemment, pour les marins comme moi, ça tombe bien. Parce que sinon, évidemment, j'aurais plus de mal à exercer ma profession. Mais ce que je veux dire, c'est que la géographie, quand on parle de géographie, pour moi, c'est d'abord et avant tout la géographie physique, bien sûr, puisque c'est d'elle que tout découle. La géographie physique, au fond, elle est extraordinairement marquée, déjà elle aussi, par cette présence de l'eau. Pas seulement parce qu'il y a des océans des côtés des îles, mais parce que l'eau a modelé une grande partie de la géographie physique. L'eau a modelé les montagnes, l'eau a modelé les vallées et continue à les modeler. L'eau sous forme de glace a aussi évidemment un impact sur la géographie dans les terres. C'est bien parce qu'à un moment donné, il y avait de la glace entre le continent sibérien et le continent américain que les hommes ont pu passer à pied, par exemple. Donc je crois que voilà, pour moi, c'est l'invariant géographique, si je puis dire, de la planète mère. On ferait mieux de l'appeler la planète mère. C'est quand même ça et c'est très important. Après, encore une fois, je pense que, au fond, l'homme s'est développé sur la stabilité. Et cette stabilité, elle a été en grande partie
une stabilité géographique. Finalement, la Terre a relativement peu changé depuis les quelques centaines de milliers d'années où l'homme est là. Le climat a relativement peu changé. Et donc, ont pu se développer des écosystèmes, des espèces qui, petit à petit, ont fourni aux hommes les ressources dont ils avaient besoin. En sachant que l'homme est quand même une des espèces qui a besoin de beaucoup de choses différentes. Quand vous êtes une bactérie, vous avez besoin d'un peu d'énergie, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Même quand vous êtes un ver de terre, vous avez besoin d'un peu de terre, mais pas... Voilà. Quand vous êtes un homme, vous avez besoin de beaucoup de choses différentes, parce que vous êtes assez fragile, finalement. Et donc, vous êtes très relié et très dépendant de ce que la planète sur laquelle vous développez et vous vivez peut vous donner. Je crois que... ce qui est caractéristique des moments qu'on vit, c'est effectivement un changement de ce fondamental qui nous a permis de nous développer et d'avoir des sociétés de plus en plus complexes. Et ce changement fondamental, il intervient par le biais du climat. On va vivre des modifications climatiques. Pour vous donner un tout petit exemple d'échelle, et j'aime bien cet exemple qu'un climatologue m'a soufflé, hein, c'est que entre, par exemple, Annecy aujourd'hui et Annecy, quand il y avait 600 mètres de glace au-dessus, c'est 4 degrés. Donc c'est juste pour vous donner l'ampleur. Or aujourd'hui, si on ne fait rien, on est parti sur une trajectoire de au moins 4,5 degrés, c'est-à-dire au-delà des 2 degrés dans une zone d'emballement qu'on ne maîtrise pas. Donc on est quand même sur quelque chose qui est assez fondamental dans notre occupation de la planète Terre. Donc du coup, à partir du moment où on a ce facteur essentiel de la géographie qui se déstabilise, voilà, ça va déstabiliser l'ensemble. Je pense qu'on y reviendra aussi sur la déstabilisation des écosystèmes qui suivent en grande partie aussi la géographie et le climat. Mais voilà, on a enlevé la brique qui était au départ, enfin on est en train de la faire bouger comme ça, et donc le reste va suivre. Donc bien sûr, la géographie physique est en train de changer, hein, montée du niveau des mers, salinisation des nappes, voilà, les déserts qui avancent, enfin tout ce qu'on veut, qui vont évidemment arriver à une déstabilisation de la géographie humaine. Déjà, il y a des pays qui vont disparaître. Bon, des îles-pays qui vont disparaître. Je ne sais pas où est-ce qu'on va les recaser. Est-ce qu'on leur redonnera un autre pays? Forcément, les frontières vont bouger. Forcément, enfin voilà. Forcément, même si on s'arrête à 2 degrés, il faut espérer qu'on y arrive. Sinon, ça va mal se passer. Même à 2 degrés, on va avoir une recomposition importante. Donc, effectivement, c'est là, à mon sens, qu'on peut parler de nouvelle géographie. On reviendra peut-être après l'intervention de la réponse de Gilles Boeuf, on reviendra sur l'ouverture des nouvelles routes maritimes, parce que vous avez été à trois reprises dans les régions polaires, et ça aussi, ça a une incidence particulière. Je suis tout à fait Isabelle sur le fait que l'eau c'est la vie. Simplement, toutes les cellules vivantes, depuis les premiers virus jusqu'aux mammifères, sont faites d'eau. Et je rappelle qu'un bébé humain à la naissance, c'est 3/4 d'eau. Nos cerveaux, en ce moment, on se trouve supérieurs et géniaux. C'est 80% de flotte, un cerveau humain, hein, donc ça change beaucoup de choses déjà. On est plein de bactéries. On sait qu'il y a au moins 10 fois plus de bactéries que de cellules humaines dans un corps humain. Donc un humain, déjà, c'est de la flotte et des bactéries. Bon, ça devrait permettre de baisser un peu l'arrogance d'Homo sapiens et de lui faire comprendre qu'il est profondément intégré dans ce milieu qu'on évoque ici avec Isabelle aujourd'hui. Alors, là, contrairement à ce qu'on pense, l'eau est rare sur la Terre. Hein, on travaille sur le centre de la Terre. L'eau est rare. Elle est simplement en couche très superficielle. Ce grand océan, plus les pièces d'eau que l'on a ici. Mais le vivant est totalement lié à l'eau, parce qu'il est fait d'eau. Et la première action du vivant inventée par des cyanobactéries dans l'océan, il y a à peu près, on est vers 3,45 milliards d'années, c'est la photosynthèse. Et ça ne peut pas se faire sans eau. Donc il n'y a pas de vie sans eau. Sur la Terre, c'est certain. Alors ailleurs, oui, on a trouvé des planètes avec de l'eau. Il y en a probablement beaucoup, hein, parce que l'univers étant tellement infini, il y a forcément d'autres planètes qui ressemblent à la nôtre. Ce qui est clair, c'est que la photosynthèse dans de l'eau, c'est l'échange de la lumière du soleil gratuite, de ce CO2 dont on a fait un poison aujourd'hui, alors qu'au départ, c'est absolument essentiel aux vivants. CO2 plus de la lumière dans de l'eau, ça donne de l'oxygène, voilà, et des sucres. Et tout va partir là-dessus. Donc cette réaction initiale, là, elle est fondamentale. Donc dans la géographie, il y a aussi la géographie du vivant, elle est vraiment faite d'eau. Alors cette géographie dont on parle ici, bon, il ne faudrait pas trop se mettre sur l'aspect uniquement humain des frontières. Elles n'ont aucun sens. Je parle à une navigatrice célèbre qui nous dit, bah, écoutez, moi je suis passé de l'océan Indien à l'océan Pacifique, en passant par l'océan Atlantique, je fais le tour.
Pas vu de frontière, il n'y a pas de barrière. Je dis souvent, il y a un océan. Moi qui suis spécialisé dans les questions justement de salinité de l'océan, c'est la même composition partout depuis au moins 100 millions d'années. Et voilà pourquoi cet océan aussi stable et aussi en connectivité est unique. Il y a un océan mondial, alors après il y a des mers, on a mis des frontières entre différents océans, il n'y en a pas. Il y a un océan et des mers, ça c'est le premier aspect. Donc la géographie qui va changer, elle va changer par rapport à des frontières que les humains ont mis il y a longtemps ou il n'y a pas tellement longtemps. Hein. Vous reprenez, moi quand j'étais un gamin, je connaissais la Yougoslavie, maintenant il y a plein de pays qui sont apparus depuis, il n'y a pas si longtemps que ça, on a changé la géographie. Alors vous me direz, ça correspond à des choses humaines très fortes. Hein. Le Serbe, le Croate, le Slovène, non, il y a toute une série, hein, le Kosovo, l'Albanie, il y a toute une série de pays avec des langues particulières que l'humain a mis sur une carte. Vous prenez la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est une région que j'aime beaucoup, vous avez 500 langues parlées en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et sur une carte, il y a une frontière entre l'Irian Jaya, qui est la partie en fait indonésienne de la Grande Île, et la partie à droite, qui est la partie Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc c'est complètement artificiel, ces sortes de géographie, de frontières sur des cartes. Où Isabelle a raison, c'est que sur la géographie physique, c'est différent. La vraie géographie, pour moi, ce sont les chaînes de montagnes, ce sont les vallées, ce sont effectivement les mers séparées les unes des autres. Je reviens à la Papouasie, 500 langues. J'étais récemment, on a eu un colloque très beau la semaine dernière au Musée de l'Homme sur les peuples autochtones. Et on avait des gens d'une ethnie, d'une vallée de Papouasie, ils sont 550. Ils sont les derniers à parler leur langue. Alors comment nous, on les considère, hein, comment est leur géographie à eux? La géographie, c'est la crête d'à côté, parce qu'à côté, c'est pas les mêmes, ils n'ont pas la même langue, et ils se tapent dessus depuis qu'il y a des humains en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Vous voyez que la géographie, comment on peut la construire? Mais c'est vrai que l'eau est l'union entre tout ça, hein, et c'est absolument fondamental. Cette eau, c'est vraiment l'essence même du vivant. Et c'est pas par hasard que justement la vie est apparue dans l'eau, et qu'aujourd'hui, quand la vie sort de l'océan, c'est récent, elle sort plusieurs fois en différents endroits, sous différentes formes. Il y a à peu près 450 millions d'années. Ça s'est produit des tas de fois différentes. Hein. Ça va être le premier élément essentiel. Et le leitmotiv de la vie qui sort de l'eau, c'est garder de l'eau à l'intérieur. Et voilà pourquoi on est construit d'eau aujourd'hui, en fait. Hein. Donc tout ça, ça construit une géographie physique, une géographie biologique qu'on évoque ici. Et encore une fois, ce n'est pas une histoire de frontières mises sur une carte par des humains, qui ont varié en permanence en plus. On se tapait sur la figure. Et c'est vrai, je terminerai là-dessus, on est sur une géographie aujourd'hui, disons, humaine, sur des frontières qui ne devraient pas bouger tellement, de par les conflits. Je ne vois pas l'Inde attaquer le Pakistan, encore, on ne sait jamais. Hein. Mais ça c'est pas là qu'est le problème aujourd'hui. C'est que le changement climatique qui nous affecte tout ça de façon globale. Et là-dedans, l'océan est vraiment central. Alors, vous avez anticipé notre deuxième question étudiante qui était sur l'utilité. Voilà, vous avez anticipé. Croyez-vous à l'utilité des frontières? Est-ce que, Isabelle, vous pouvez nous répondre à cette question, sachant, comme on le disait tout à l'heure, que vous avez été à 3 reprises dans ces régions polaires et que vous avez découvert, bien sûr, la nouvelle route maritime du Nord. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Moi, j'ai rien découvert du tout. Non, hein, vous enfin avez bon. exploré. L'utilité des frontières, évidemment, si vous me posez la question à moi, je vais vous dire qu'une frontière, ça sert à rien qu'à diviser les hommes et à faire qu'ils s'opposent les uns aux autres. Ce qui ne devrait malheureusement pas être notre souci aujourd'hui. Et quand on a aujourd'hui 195 États qui négocient pas très loin d'ici au Bourget, ce serait quand même nettement plus facile de discuter si on n'était pas arc-boutés les uns et les autres derrière nos frontières, nos barrières, nos spécificités soi-disant intangibles et si on arrivait à avoir effectivement un regard plus d'humain, d'espèce humaine, je pense que la négociation irait sûrement plus vite, quoi. Donc c'est sûr que moi je ne vais pas vous faire l'apologie des frontières, d'autant que comme le disait Gilles, elles ont beaucoup changé dans l'histoire, elles vont encore beaucoup changer, et que je pense vraiment que sous l'effet les conséquences du réchauffement climatique vont accélérer peut-être un certain nombre de ces changements, parce que les peuples vont devoir bouger. Et quand les peuples bougent, les frontières suivent, parce que les frontières, c'est une invention des peuples. C'est pas quelque chose, encore une fois, c'est pas de la géographie physique. Donc ça, c'est une première chose. Et effectivement, quand on est marin et qu'on traverse l'Atlantique, quand on arrive de l'autre côté de l'Atlantique, on ne sait pas qu'on a passé une frontière, sauf qu'il y a évidemment un douanier américain qui vous le rappelle et qui vous pose tout un tas de questions pénibles. Mais évidemment, la chance des marins, c'est peut-être au quotidien de ne pas vivre du tout cette question des frontières. Alors, vous faisiez allusion à ce que j'ai fait avec Eric Orsena dans le Nord. On est un peu tous les deux des amoureux des pôles.
Vous savez que les deux pôles sont extraordinairement différents. L'un est une terre immense, l'Antarctique, recouverte de plusieurs kilomètres de glace, qui a l'extraordinaire chance d'avoir un peu échappé à cette manie des frontières qu'ont les hommes, puisque grâce au traité sur l'Antarctique, à partir du 60e et jusqu'au pôle, c'est zone internationale déclarée terre de science et de paix. Ah, qu'est-ce qu'on aimerait bien que la planète entière soit comme ça, terre de science et de paix. Donc ça veut dire que, bon, en gros, faut pas se leurrer. Pourquoi on a fait ça à l'époque? Parce qu'on ne savait pas bien aller là-bas. Comme c'était très froid et très compliqué, on s'est dit on va bloquer le truc et puis on verra après. On va empêcher les autres d'y aller, en fait. Faut être honnête. C'était quand même ça à la base, l'idée du traité sur l'Antarctique. Mais qui a quand même été resigné en 93 et qui perdure encore aujourd'hui, et qui aujourd'hui commence à s'appuyer quand même sur cette réalité qu'effectivement ces lieux-là, qui sont des lieux extraordinairement importants, puisque l'Antarctique est par exemple un des moteurs thermiques de la planète, sont du patrimoine mondial, du patrimoine commun de l'humanité. L'autre côté, le nord, c'est complètement différent. C'est un océan avec une très fine pellicule de glace, et sur les bords duquel il y a des hommes depuis extrêmement longtemps, depuis plusieurs dizaines de milliers d'années, et donc une certaine appropriation par les hommes. Et l'Arctique va climatiquement et donc géopolitiquement beaucoup moins bien que l'Antarctique. Donc avec Eric Orsena, nous sommes d'abord intéressés au sud, puis au nord. Et quand on arrive au nord, évidemment, la première chose, c'est que tout le monde entend parler de cette nouvelle route maritime. Et tout le monde dit chic, réchauffement climatique, ça c'est génial. On va enfin pouvoir gagner du temps et donc de l'argent pour faire passer les navires depuis, en gros, la Chine jusqu'à l'Europe. Je pense qu'à peu près 90% de ce que vous avez chez vous, de ce qu'il y a dans cette salle, a pris le bateau. Donc les routes maritimes sont extraordinairement importantes pour le commerce, pour l'approvisionnement, pour tout un tas de choses. Évidemment, quand on gagne 10 jours sur le trajet, au prix de la journée de porte-container, on gagne beaucoup d'argent. Donc on est sur cette idée qu'effectivement, là, directement, le réchauffement climatique permet de passer maintenant, théoriquement, en tout cas plus facilement, essentiellement au nord de la Russie. Le nord du Canada est moins bien pavé, et donc pour l'instant, ce n'est pas la question. Mais en tout cas, au nord de la Russie, pour gagner un peu de temps. Donc on est allé voir de près, et petit à petit, et c'est intéressant parce qu'on se rend compte que voilà une réalité du climat qui influe sur la réalité physique et qui influe sur la réalité humaine et économique. Réchauffement climatique, donc le pôle nord se réchauffe 2,5 fois plus vite que le reste de la planète, ça fond à toute vitesse. Aujourd'hui en été, vous avez 90% de moins de glace que ce qu'il y avait il y a encore 30 ou 40 ans. Donc effectivement, la route le long de la Russie est ouverte de plus en plus longtemps et avec de plus en plus de sécurité, avec pratiquement plus beaucoup de glace en plein été. Donc on peut théoriquement faire passer des bateaux, et je trouve que c'est là que c'est intéressant, c'est que nous on s'aperçoit de deux choses. La première, c'est que en fait ce réchauffement climatique, il a sur cette région polaire énormément de conséquences beaucoup plus graves et beaucoup plus importantes que cette histoire de la route maritime. En particulier sur la vie, les espèces vivantes qui sont en train de migrer vers le nord à toute vitesse. Le plancton fait par exemple presque 47 km, presque 50 km par an vers le nord. Je ne sais pas si vous voyez, parce que le plancton étant la base de la vie dans la mer, les espèces, elles ont tendance à suivre. Je ne sais pas si vous voyez en termes de bouleversement des pêcheries, de la vie des peuples autochtones, de toutes les espèces de la chaîne vivante, ce que ça représente, mais c'est colossal. Et donc c'est cette implication, enfin cette influence finalement du climat sur la vie des hommes, de ce point de vue-là, elle est colossale. Du point de vue de la route maritime, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que finalement, ce n'est pas si simple que ça, parce que entre Mourmansk et Vladivostok, vous n'avez rien. Vous avez 3 villes qui font 5000 habitants, avec des ports pourris, qui ne vivent plus depuis la fin de l'Union soviétique, qui sont encombrés d'épaves et dans lesquels vous ne pourrez jamais... en tout cas sans énormes travaux, mettre un porte-container en sécurité le jour où il va mal.
vous n'avez aucun endroit où vous allez faire du commerce hors un porte-container. Il vit parce qu'il s'arrête et il repart et il décharge ses containers et il en recharge. Et vous avez un hinterland, une zone en amont des ports qui est extraordinairement loin de tout. Vous allez qu'en avion parce qu'il n'y a pas de route. Parce qu'il n'y a pas de chemin de fer, parce que c'est hyper loin, parce que c'est une toundra complètement instable sur lequel vous ne pouvez rien construire, parce que tous les étés, comme il fait chaud maintenant, le sol gelé se dégèle, ce qui n'était pas le cas avant, et vos routes, elles commencent vos constructions, elles commencent à se casser la figure l'été. Donc finalement, ce qui paraissait quelque chose d'assez positif, parce que voilà, on allait faire des échanges plus rapides et gagner de l'argent, c'est pas sûr que ça fonctionne aussi bien que ça, quoi. Par contre, ce qui risque de se produire sur ces routes maritimes, c'est que bientôt, aux alentours de 2030-2040, peut-être même avant, vous aurez plus de glace au pôle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore un peu de glace au pôle en hiver. Mais au train où vont les choses, il n'y aura bientôt plus de glace au pôle. Donc quand vous voudrez faire la route, si vous voulez faire cette route-là, si vous voulez gagner du temps, vous y irez direct. Vous ferez Bering, pôle Nord, et qu'est-ce que vous avez en face? L'Islande. Qu'est-ce que font les Chinois en ce moment? Ils investissent quelques milliards pour construire des ports en Islande. C'est-à-dire qu'ils ont un coup d'avance et ils ont à peu près bien compris que la route, elle allait passer là à l'horizon de 20 ou 30 ans, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant le Nord pour ça, parce qu'on a une articulation entre le changement climatique, les changements de géographie et les changements humains, mais les changements humains ne sont pas ceux qu'on pourrait attendre, puisque, encore une fois, la déstabilisation des écosystèmes va peser plus lourd pour les hommes que l'ouverture éventuelle d'une route maritime. Merci Isabelle pour ce voyage, nous serons vigilants. On y était. Gilles, vous voulez réagir là-dessus ou on passe à une question sur les enjeux? Juste un mot sur l'Antarctique. Oui. Il serait illusoire de croire que l'Antarctique est protégée. Il y a quelque temps, les Chinois et les Américains se sont mis d'accord. On a tous applaudi sur un accord chino-américain. Ils ont quand même dit à la fin de leur accord, de façon extrêmement cynique, de toute façon, nous avons les moyens militaires d'aller chercher ce dont la Chine et les USA ont besoin. On ira les chercher quand il le faudra. Donc il ne faut pas qu'on oublie ça. L'Antarctique n'est pas si protégé que cela. Nous, on s'est battu pour qu'il n'y ait pas de base d'avion en Antarctique. Il y a un projet français en ce moment pour faire une base sur Clipperton, qui est une stupidité absolument lamentable. Donc, je suis entièrement Isabelle sur les questions, bien sûr, du Nord. Sur les espèces, il faut voir un petit peu ce qui se passe. Les climatologues nous disent aujourd'hui qu'en gros, la vitesse actuelle de changement du climat, c'est à peu près 200 km vers le nord tous les 10 ans, actuellement. Ça peut très bien s'accélérer. Nous, on fait beaucoup au Muséum de sciences participatives. Donc le muséum, c'est 2000 personnes, mais on a 20 000 personnes qui nous appellent tous les jours en ayant vu un papillon. Ils ont ramassé leurs raisins tel jour à telle heure, leurs pruneaux à Marmande. Et puis, ils nous racontent effectivement ce qui se passe. Et on le voit nous aussi. On a fait un très beau travail qu'on a publié en janvier 2012, où on montre, grâce à 10 000 personnes, 1,5 million d'heures d'observation. Ça ne peut pas se faire dans des laboratoires. C'est heureusement qu'on a tous ces gens avec nous qui nous aident. Et qu'est-ce qu'on conclut? En 18 ans, nos papillons ont fait 114 km vers le nord et nos oiseaux 33. Et ça, je défie toute personne plus ou moins bien intentionnée de dire qu'il n'y a pas de changement climatique et que l'homme n'y est pour rien. On est bien d'accord là-dessus. Ça veut bien dire effectivement qu'on ne leur a pas dit à ces papillons et à ces oiseaux que ça changeait. Isabelle parlait du plancton, nous on s'intéresse beaucoup aussi aux ressources halieutiques. Vous avez vu récemment ces grands articles, l'Islande est envahie de maquereaux. Vous n'avez jamais vu de maquereaux en Islande. Et les pêcheurs bretons, il n'y a plus de maquereaux en baie de Douarnenez. Ils sont partis en Islande, tout simplement. Et récemment, j'étais dans un train et je suis appelé par un journaliste qui me dit « Monsieur le professeur, une catastrophe, il y a un ours polaire qui a mangé 2 dauphins. » Ah, la belle histoire. Parce que le gentil ours polaire bouffe des dauphins maintenant. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que ça ne s'était jamais produit parce qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés, tout simplement. Et il y a 2 dauphins qui sont montés vers le nord, qui ont sorti le museau dans un trou à phoque, puis l'ours les a bouffés. Alors c'est dramatique parce que le truc gentil devient méchant tout d'un coup parce qu'il mange effectivement des dauphins. Et ça va se reproduire en permanence, des choses comme ça. Et quand on dit l'ours polaire est un bel emblème, mais ne croyez pas que l'ours polaire va cesser de disparaître comme ça. Il va partir. Non, qu'est-ce qui va se passer avec l'ours polaire? C'est dramatique. Alors on a calculé, nous, au niveau des ours polaires actuellement, combien ils mangent de phoques. Par année, à peu près 1 million de phoques sont mangés par les ours polaires par an. Vous prenez un phoque qui mange 40 kg de poissons par jour, et vous calculez ce qu'il y aura moins comme poissons à pêcher par les pêcheries dans les zones arctiques, bien sûr. On revient à ces questions particulières. Qu'est-ce qui va se passer avec l'ours polaire? Il ne va pas se laisser noyer en mer, il va venir sur la côte. Et on commence à les voir en Norvège.
que des collègues norvégiens la semaine dernière. Et ça, c'est un sacré problème pour l'ours polaire. Parce que si on ne lui laisse pas des grandes zones à lui où il puisse rester, c'est une énorme bête. C'est la plus grosse bête carnivore de la planète aujourd'hui. Et croyez-moi, un ours polaire que vous rencontrez, et que vous soyez un dauphin, un phoque ou un autre truc, il vous bouffe s'il a faim. Hein. Donc ça va entraîner effectivement d'énormes problèmes vis-à-vis d'une espèce protégée qui va se trouver confrontée à des humains alors qu'ils ne les rencontraient pratiquement jamais. Donc voilà le genre de désordre que nous on crée au niveau de ces barrières et ces frontières qui n'existent pas réellement sur le système. Et c'est vrai que sur l'Arctique, on vit une époque très difficile. Et pour terminer sur l'Antarctique, je vous rappelle quand même que les Chinois, ça fait un bout de temps qu'ils revendiquent une grande partie de l'Antarctique. Parce que le Chili, c'est simple, hein, ils prolongent les frontières chiliennes entre l'Argentine et puis ce qu'ils appellent El Mar Chileno. Et ils arrivent au centre de l'Antarctique. Ils disent ça, c'est à nous. Et il y a toute une revendication, une série de revendications qui sont faites sur l'Antarctique. Hein. Donc ce n'est pas encore aussi simple que ça. Alors après ce panorama... Juste ce qu'il y a de bien pour reprendre c'est que la zone chilienne, par-dessus, vous avez les Argentins qui ont fait la même chose, et par-dessus, il y a les Anglais aussi. Donc allez y retrouver vos petits. Les Chinois et les Russes qui veulent y aller, et puis les Français aimeraient bien y rester. Enfin bon, il y a plein de... L'enjeu de tout ça, c'est le maintien de la paix, finalement. Alors, après ce vaste panorama qui nous a fait beaucoup voyager, on va passer à la question, à la grosse partie sur les enjeux, qu'on a déjà abordé, mais bon. Est-ce qu'il y avait une question sur la surpêche ? Juliette. Alors, Juliette, bonjour. Est-ce que vous pouvez dire peut-être l'université d'où... Ah, IESEG Paris, pardon, excusez-moi. En fait, j'avais une question. Comment les États peuvent-ils concrètement lutter contre la surpêche et la pollution alors que les mers les plus sensibles sont bien souvent sous la juridiction de pays en voie de développement ? Donc, cette question rejoint peut-être la question aussi faut-il une gouvernance mondiale sur l'océan aussi ? Alors, il faut voir que sur la pêche, il y a deux questions. Bon, d'abord, la biodiversité, elle est forcément locale. Hein. C'est-à-dire que quand on habite dans le champ X ou la plage 33, notre biodiversité est en face de chez nous. C'est celle-là qui nous préoccupe. On y vit. À part des grandes flottes mondiales, il y en a quelques-unes, la pêche de Corée, la pêche chinoise, la pêche russe s'est effondrée, la pêche japonaise a beaucoup baissé. Il reste les Chinois aujourd'hui qui sont encore extrêmement puissants et qui débarquent de très loin. Le plus gros tonnage pris un petit peu partout. Donc, je vais laisser cela à part au début. Donc, je pense d'abord aux aspects côtiers. Ça veut dire qu'il faut légiférer chez soi. Nous, on a mis ça au niveau d'un pôle européen, qui est la politique commune européenne des pêches, hein, où on gère les stocks, à part les 3 nautiques proches du pays, qui sont souvent d'ailleurs beaucoup plus impactés par les pêcheries plaisancières que par les pêcheries professionnelles. Il y a un système européen. Alors la surpêche, c'est quoi? Je dis souvent, moi je suis un farouche défenseur de la pêche, et je suis un farouche attaquant de la surpêche. Parce que la pêche, c'est quoi? C'est le fait qu'on joue ce qu'on appelle, nous, le recrutement, les biologistes des pêches, c'est le nombre de bébés poissons, crustacés qui arrivent dans la pêcherie chaque année et qu'on peut exploiter. Surtout, ne pas dépasser par l'exploitation ce recrutement, si on veut continuer à pêcher de façon intelligente. Si on dépasse ceci, on tue la poule aux œufs d'or, en permanence. Donc globalement, au niveau mondial, il y a une surpêche. Alors souvent, les pêcheurs bretons me disent, ou français me disent, ou catalans chez moi me disent, attention, quand tu parles de surpêche, c'est pas chez nous. L'autre jour, je leur disais, et le thon rouge en Méditerranée en 2009? Ah oui, si c'était pas intervenu, on n'aurait plus. Vous voyez, il y a quand même un vrai combat des ONG vis-à-vis de ces questions de pêche, effectivement. Globalement, on a fait des efforts chez nous, mais il reste un problème de surpêche globale. Donc cette surpêche, c'est quoi? C'est le fait de retirer plus de ressources dans l'océan que sa capacité à renouveler. Et on revient à ce calcul qu'on avait souvent fait ensemble, qui disait qu'il y avait encore dans le monde, le 28 août cette année, on disait voilà, ça y est, 28 août 2015, on a atteint ce que la nature nous offrait en exploitation pour l'année 2015. Donc on vient à crédit de la fin août jusqu'au 31 décembre. Et chaque année, ce chiffre, bien sûr, avance sur l'année. C'est pareil pour la surpêche. Mais alors là, pour répondre à votre question, on sait quoi faire. On peut très bien régler les questions de surpêche. Ce n'est pas un problème. On a des lois, on a des législations, on connaît assez bien les stocks. On sait, de toute façon, on ne peut pas imaginer une pêche sans limitation d'accès à la ressource. Parce que cette pêche, elle part de chiffres de 1605, fait par un dénommé Lorius, qui était quelqu'un en fait, qui est un type super intelligent et qui avait mis en mathématiques un peu tout le monde. Il disait la mer est tellement immense qu'on peut y prendre tout ce qu'on veut. Alexandre Dumas, je ne sais pas qu'il aimait les morues, Alexandre Dumas, mais il avait écrit un papier où il disait à un moment il y a tellement de morues dans la mer que j'irai à pied de Brest, de Ouessant à Terre-Neuve en marchant sur le dos des morues. Essayez ça aujourd'hui, vous aurez le genou mouillé bien avant d'arriver à Ouessant. Bon, c'est pour vous dire que sur des choses comme ça, le fameux Grotius et puis Dumas nous montrent qu'en fait, on a estimé des choses qui n'étaient pas estimables. Et surtout, aujourd'hui, le reste nullius, le poisson n'appartient à personne. C'est ça le problème de la pêche aujourd'hui. Il appartient à celui qui va le chercher.
Quelle est sa valeur? Un grand thon rouge. Alors moi, j'aime bien les femelles de grand thon rouge parce qu'elles ont l'âge de mes étudiantes. Elles sont à 23 ans, elles font 400 kilos, elles n'ont jamais vu un fond de mer ou une côte, et elles valent zéro pour l'économie actuelle. Elles valent que le coût, l'argent que je mets sur la table pour aller la pêcher. C'est pas possible. On a vendu récemment à Tokyo, à Tsukiji, en 2007, une femelle de thon rouge à plus de 1 million d'euros. One fish, c'est pas possible. Donc là, tout ça, c'est des méthodes d'accès, d'économie qu'il faut changer. Et après, il faut les faire appliquer. Alors, pour tout ce qui est côtier européen, c'est pas trop difficile. Je pense qu'avec les pêcheurs, bien entendu, il faut travailler avec eux. C'est leur métier à eux. Et je vais prendre deux remarques récemment de pêcheurs corses qui me disaient, mon arrière-grand-père à Ajaccio, il mettait 50 casiers à langouste, il en prenait 50. Bon. Mon grand-père mettait 50 casiers, il en prenait 20. Mon père mettait 100 casiers, il en prenait 10. Aujourd'hui, il met 200 casiers, il en prend 2. Donc, dans la famille, on sait très bien que la ressource est en train de s'éteindre. Je lui dis, mais alors, qu'est-ce que tu vas faire avant d'arriver? Tu comprends, et c'est vrai pour les Bretons aussi, hein, il me dit, tu comprends, si je ne vais pas en mer ce jour-là, c'est Mathieu qui va prendre la langouste que moi, je ne prendrai pas. Et c'est là qu'il faut qu'on change. Donc c'est beaucoup plus une histoire de mentalité et une histoire effectivement de législation qui nous fera changer. Au niveau des eaux internationales, là il nous faut une législation, et c'est vrai aussi pour les grands fonds, on en parlait souvent justement ces jours-ci, hein. Légiférons. Un des plus grands services qu'on peut rendre à l'océan et au système mondial, c'est légiférons sur les grands fonds avant qu'on commence à faire sur les grands fonds les mêmes bêtises qu'on a faites au niveau des continents, aussi bien pour les ressources minérales que les ressources halieutiques. Donc la surpêche, on peut l'éradiquer. Mais il faut se retrousser les manches et travailler tout de suite. Donc augmenter le nombre peut-être d'aires marines aussi, passer à 15% d'aires marines. À 30. Non, ça c'est autre chose. Juste un petit truc sur la pêche, puisque c'était un de mes premiers métiers. Pour vous donner un ou deux chiffres, aujourd'hui, 10% des poissons sont pêchés par 90% des pêcheurs. Et inversement, 10% des pêcheurs pêchent 90% des poissons. Ce qui veut dire qu'on est aujourd'hui sur le monde sur un taux de concentration économique, hein, finalement, extrêmement importante dans la pêche, parce que le poisson, c'est un marché mondial, parce que le poisson se vend de plus en plus cher, et que donc c'est économiquement une ressource qui rentre de plus en plus dans des circuits capitalistiques avec des gros investisseurs qui payent des bateaux et qui vont partout, etc. Auquel cas, on a tendance à penser, quand on est un investisseur qui met de l'argent dans des bateaux qui vont aller pêcher partout dans le monde, comme un investisseur. C'est-à-dire qu'au fond, on regarde la rentabilité. Le jour où c'est plus rentable, on va investir dans les chaussettes ou dans je sais pas quoi. Et on est dans une pensée complètement déconnectée du vivant. Et c'est là que ça commence évidemment à mal se passer, puisque la pêche, c'est une économie de cueillette, de chasse. Et donc la pêche dépend d'abord, comme l'a très bien dit Gilles, d'un recrutement, c'est-à-dire de ressources vivantes qui se renouvellent plus ou moins selon déjà le climat par exemple, mais aussi selon le degré avec lequel on affecte les populations. Donc là, on a déjà un vrai problème. Alors comment est-ce qu'on peut réfléchir à ça? Effectivement, il faut des législations. On n'en a pas tellement sur la haute mer, ou très peu. Donc là, on a un vrai souci de gouvernance de la haute mer, qui est quelque chose sur lequel les Nations Unies commencent à réfléchir, mais commencent seulement à réfléchir, et on est loin malheureusement de la coupe aux lèvres. Après, quand même, les États, ils ont leurs 12 000 d'eau territoriale qui leur appartiennent, et puis après, ils ont 200 000, c'est-à-dire un peu plus de 380 km, sur lesquels ils ont le droit de légiférer sur, en particulier, les ressources. Donc chaque État, devant chez lui, il a quand même une zone de 200 000 sur laquelle il peut théoriquement légiférer. Alors en fait, il légifère quand il a les moyens de le faire. C'est-à-dire quand il a une police ou quand il a un contrôle possible. Et bien sûr, les pays pauvres, qui ont été souvent des pays extrêmement riches d'un point de vue halieutique, n'ayant pas ces ressources, se sont fait largement piller par tout le monde, y compris par des bateaux d'ailleurs de la communauté européenne, parce que c'était assez facile d'aller là-bas et de pêcher. Donc aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arriver à retrouver une traçabilité du poisson. C'est-à-dire qu'il faut savoir quel bateau, quand et où. En Europe, ça commence à se faire. Les bateaux, ils ont des surveillances satellites, on sait, ils ont des émetteurs, on sait exactement où ils sont, on sait s'ils sont en pêche ou pas en pêche. Ils sont obligés de remplir des logbooks, des livres de bord pour dire tel jour à telle heure, à tel endroit, j'ai pêché, tant de ceci, tant de cela. C'est contrôlé quand ils ramènent leurs poissons à terre. Donc, on va dire en Europe, on a une assez bonne vision, une assez bonne visibilité, une assez bonne traçabilité de ce qui est pêché en Europe. Maintenant, dans le reste du monde, c'est quand même plus que variable, quoi. C'est-à-dire que
dans le reste du monde, on n'a aucune traçabilité, ce qui encourage évidemment une pêche pirate. Il faut savoir qu'en termes de chiffres, la pêche pirate aujourd'hui représente entre 20 et 30% du débarquement. C'est-à-dire que c'est une chose de prendre des lois et de dire il ne faut pas pêcher plus de tant de ceci ou tant de cela, mais quand il faut rajouter une couche de 20 ou 30% de pêche pirate, ça commence à changer pas mal les choses. Et que ça, c'est long et compliqué. Interpol vient de commencer à s'y coller, il commence à y avoir des avis de recherche, vous savez, Wanted de Dead or Alive, là, qui s'appliquent pour des pêcheurs, pour des gens dont on sait que ce sont des trafiquants de poissons. C'est quand même extraordinaire qu'on en arrive à faire du trafic de poissons, mais évidemment, c'est le cas. Et c'est compliqué, ça coûte cher, et je vais vous donner un petit exemple qui touche la France. Il se trouve que moi, par ailleurs, je suis au Conseil consultatif des terres australes et antarctiques françaises, et on a eu ce problème-là pendant au moins 15 ans, à cause d'un poisson qui coûte très cher, que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle la légine, qui ressemble un petit peu à la morue, qui est un très beau poisson, très bon, qui se vend très cher, et sur lequel on a vu se développer des pêcheries pirates, c'est-à-dire qu'on avait le Muséum d'histoire naturelle qui nous donnait un cadre biologique, qui nous disait on peut pêcher tant de tonnes à tel endroit, etc. Les terres australes et antarctiques françaises répartissaient ce quota pêchable entre différents armements, en leur disant vous, monsieur Intel, vous avez droit à tant et tant. Sauf qu'après, on se rendait compte qu'il y avait le double pêché parce que les autres, c'était des pirates. Donc il a quand même fallu faire la guerre, il a fallu envoyer l'armée. On a quand même envoyé des patrouilleurs militaires et ça s'est réglé à coups de flingue quand même. Ça s'est réglé à coup d'arraisonnement. Vous aviez les commandos de marine qui prenaient d'assaut des bateaux de pêche pirates, qui les ramenaient quasiment enchaînés à la Réunion. Enfin, on a détourné des satellites pour faire passer les satellites au-dessus de ces zones, pour pouvoir voir les bateaux, puisque ce sont des gros bateaux, ça se voit par satellite, localiser les bateaux qui étaient sur zone, pouvoir envoyer l'armée. Enfin, vous voyez les moyens que parfois il faut développer, que bien sûr ne sont pas capables de développer aujourd'hui les pays en voie de développement. Mais c'est sûr que sur la question de la pêcherie, si on n'a pas de moyens de contrôle, on n'y arrive pas. Et là, il faut qu'on aide les pays en voie de développement et il faut qu'on les aide à établir une traçabilité du poisson. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que quand on le fait, ça marche. La nature est quand même sacrément bonne fille. Et je vais prendre un exemple très simple, c'est celui de la morue. D'un côté, morue de Terre-Neuve, extraordinaire richesse de l'ensemble du monde européen pendant des centaines d'années. On a tellement tiré dessus que quand on a décidé de s'arrêter, c'était trop tard. On a fermé les pêcheries de morue il y a à peu près une quarantaine d'années, un petit peu moins. Et aujourd'hui, la morue n'est toujours pas revenue parce qu'on est descendu en dessous d'un seuil biologique. L'espace a été occupé par ailleurs. La biodiversité s'est recomposée autrement. Et maintenant, il n'y a plus de place pour la morue et la morue ne revient pas. De l'autre côté mer de Barents, c'est-à-dire côté plutôt russo-norvégien, ça a commencé à décliner, et là, fort de l'expérience, pour une fois, les Russes et les Norvégiens ont été un peu intelligents. Déjà, ils ont fait une guerre assez sévère à la pêche pirate, et en plus, ils se sont donné des quotas assez draconiens. Moralité, ça va quand même assez bien pour eux, et aujourd'hui, ils sortent 2 milliards d'euros de fruits de leur travail, de la pêche à la morue, et pour l'instant, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire sans compter le réchauffement climatique qui va peut-être modifier les choses, mais en termes de gestion des pêches, en tout cas, on a une gestion des pêches intelligente, où finalement, il y a des pêcheurs, et tant mieux, et on mange de la morue, et tant mieux, parce que c'est un excellent poisson. Alors on va accoster un petit peu, mais j'aimerais bien qu'on reprenne la mer tout à l'heure sur les enjeux liés aux océans et au réchauffement climatique. Mais on va flécher un deuxième enjeu avec vous sur les inégalités, peut-être. Il y avait une question sur ce sujet. Bonjour, je m'appelle Thibaut. Comment ? Micro ? Oui, bon, il fonctionne ? Parfait. Bon, On vous écoute. Très bien. Alors, la question était double, en fait, c'était sur la question de l'agroécologie, la permaculture. Donc la première, c'était comment intégrer l'agroécologie et la permaculture à la réponse des besoins alimentaires contemporains. Oui, alors ça c'est plutôt sur la partie solution. Oui, justement, et c'était lié à, est-il possible de concevoir une nouvelle géographie du monde concentrée sur une dimension régionale de la consommation alimentaire de matière relativement égalitaire ? Il y avait cette question. Il y avait aussi une question sur les inégalités environnementales. Non ? C'est vous ? Que j'aimerais bien qu'on aborde d'abord. Ok, excusez-moi. Sur les... Vous l'avez ? Vous voulez que je la...
Bonjour. Oui. Philippe de Lissègue. Oui. J'ai une question pour vous. Est-ce que les inégalités, elles influencent la géographie? Et aussi une seconde question, quelle serait la géographie du monde si les richesses étaient également partagées? Voilà. Mais en fait, ça joue dans les deux sens, cette question des inégalités environnementales d'accès qui modifie la géographie et cette évolution, la ridification, l'avancée du désert et la disparition des ressources hydriques qui accroît les inégalités. Ça joue en fait dans les deux sens. Il faut revenir sur comment se sont créées ces inégalités. Alors si je remonte très loin, l'humain est africain. Ça, la génétique est formelle. L'humain est né en Afrique. Et c'est nous qui nous sommes éclaircis depuis, hein, c'est pour vous dire comment c'était au départ. Et puis l'humain sort de l'Homo sapiens, il naît en Afrique, il sort de l'Afrique. Et il va se répandre dans différentes régions du monde. En Asie, 80 000 ans, les premiers sapiens, en Europe un petit peu avant. Et en fait, des nations se sont constituées comme ça, simplement liées à des facilités locales, qui ont fait que dans des climats très sympas, sans accident cataclysmique, on avait rapidement mis en place une économie. Alors tout à l'heure, en fait, pour revenir au climat, le climat a changé. Hein. Il y a 20 000 ans, l'eau de mer était 125 mètres plus basse qu'aujourd'hui. Et il y avait 4 degrés de moins en température superficielle. Donc ça veut dire que... Et c'est parce que ce réchauffement-là a permis à l'humain de sortir de l'Afrique. Avant, il avait domestiqué le feu. Et sans le feu, il ne serait jamais sorti d'Afrique, l'humain. Il faut bien voir tout ceci. Donc, dans ces régions que sont l'Amérique du Nord, qui est issue de l'Europe, hein, complètement, le Japon, se sont développées des économies liées à un climat qui était très facile, avec des terres arables. Il y a des pays au monde, ils ont 4% de terres arables. Rien du tout. Je vois en Afrique ou en Amérique du Sud, en Europe, on avait des situations fantastiques. Et on a créé une machine dramatique, parce que quand on a commencé économiquement à avoir des problèmes d'ordre, par exemple, de maladies, par exemple, les grandes pestes noires ont tué un quart des habitants, il faut voir ce que c'était à l'époque, hein, bien plus que les guerres. Et l'économie commençait à ne pas marcher, qu'est-ce qu'on a fait? À un coût éthique et moral monstrueux, on est allé mettre en esclavage les autres. On est allé en Amérique, on est allé en Asie, et on est allé en Afrique. Et c'est comme ça que ces inégalités sont créées au départ. Et on a pillé des régions de façon sans absolument aucune vergogne. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? C'est que ces pays qui se sont développés en pillant l'ensemble du système, tout à l'heure Isabelle parlait des pêches, c'est pareil pour tout le reste. Hein. Il y a 20% des humains aujourd'hui qui gèrent, qui contrôlent et qui bouffent 80% des ressources de la planète. Ce n'est pas que le milieu maritime en fait. Hein. Donc ceci a amené à ces fameuses inégalités. Alors comment est-ce qu'aujourd'hui on accepte que en gaz à effet de serre, 4 pays font plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui dans le monde? Hein, c'est la Chine, c'est les États-Unis, puis je mets l'Europe en même temps. Donc c'est vrai que c'est pas supportable. Donc ça veut dire que la COP, c'est d'abord un fabuleux effort de solidarité. Donc ces inégalités, elles seront réduites le jour où on fera cet effort de solidarité. Quand Edgar Morin nous parle de conscience, ça va. Humanitaire, d'accord, ça va. Planétaire, c'est ce qu'on n'a pas du tout aujourd'hui. Et c'est là que ces inégalités seront à ce moment-là réduites. Donc après, ce n'est pas une question de géographie avec des cartes, c'est une question effectivement de mentalité à changer. D'abord, il faut qu'on respecte ces pays en voie de développement parce qu'ils ont envie de se développer. Vous vous rappelez, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais il y a 15 ans, je me rappelle des pays africains qui me disaient « Moi, je veux de la pollution chez moi. Plus j'aurai de la pollution, plus je montrerai que je suis développé. » C'est passé par là. Alors que je leur dis « Mais écoutez, observez-nous, scrutez-nous pour ne pas refaire chez vous les mêmes conneries que nous, on a faites. Hein. » C'est ça la question aujourd'hui. En plus, on a exporté des saletés, nous aussi. Hein. Dans le coût environnemental chinois, on l'oublie, hein. Les Français l'oublient. 20% de la pollution chinoise est liée au fait que les entreprises européennes et américaines se délocalisent en Chine pour faire de la production moins chère, parce que la main-d'œuvre est moins chère. Et ça, on ne le dit pas suffisamment. Et enfin, je terminerai simplement pour revenir sur les questions agricoles. Vous prenez une ferme de Normandie qui marche très bien, qui environnementalement est correcte, qui ne pollue pas trop. La viande qui est produite de bonne qualité, à partir de quoi? De soja transgénique argentin. Allez voir la tronche de la biodiversité dans les plaines argentines. Le WWF nous a sorti un papier très intéressant en septembre de l'an dernier, où on montre que globalement, alors ce n'est pas une question d'extinction. Moi je dis aux gens, arrêtez de parler d'extinction. Au niveau d'une échelle humaine, ce ne sont pas des extinctions. Je ne connais pas une seule espèce qui s'est éteinte dans l'océan dans les 40 ans écoulés liés au changement climatique. C'est un effondrement du nombre d'individus dans les populations qui pourrait à terme amener des extinctions, effectivement. Et là où c'est le plus grave, c'est l'Argentine. 69% du nombre d'individus des populations ont disparu. Et voilà, ce problème d'égalité, il est là. Mais il n'est pas lié uniquement aux activités économiques du pays en question. Il est lié au fait qu'on a un système économique aujourd'hui qui pollue totalement l'ensemble. Isabelle, on rappelle aussi qu'un tiers de la population du monde est en stress hydrique. Oui, bon, et ça nous amène aussi à la question des migrants, des migrations. Alors ça sera aussi un sujet. Non, pour revenir à votre question, quand on parle
des pays pauvres, alors pudiquement on dit ça les pays en voie de développement, hein, bon d'accord. En fait c'est des pays qui ont des ressources, la plupart du temps énormes, même souvent supérieures à nous. Des ressources, alors parfois en termes de terre, parfois en termes de minerais, de minéraux. Donc c'est des pays qui potentiellement pourraient être au moins aussi welfare et aussi bien portants, entre guillemets, si tant est que nous soyons bien portants, que nous. Simplement, et je crois que Gilles l'a très bien expliqué, il y a eu à un moment donné des sociétés qui ont trouvé des facteurs facilitants, on va dire, et qui se sont peut-être développés ou imposés plus vite, et qui sont allés après se développer au détriment et sur le dos de beaucoup d'autres populations dans le monde. Alors, ce qui est évidemment, par rapport au réchauffement climatique particulièrement grave, c'est qu'il se trouve que la plupart des pays en voie de développement sont dans des zones grossièrement plutôt équateur et tropiques, qui sont les zones qui risquent de payer le plus cher en termes d'effets du réchauffement climatique, de montée des eaux, de cyclones, de différents problèmes. Donc, à la fois, ce sont les gens, évidemment, qui en ce moment au Bourget disent, et disent d'ailleurs depuis un certain nombre d'années, attendez, vous êtes gentils, vous êtes les pays qui avaient quand même pollué le plus depuis le début de l'ère industrielle. Vous êtes relativement à l'abri, enfin vous payez moins lourd que nous, et puis vous allez nous laisser nous débrouiller avec nos populations et la facture à payer. Donc un des gros sujets de la COP en ce moment, et un sujet qui n'est pas réglé à ce jour, et on espère que la semaine prochaine il y aura des avancées, c'est effectivement quid, alors on a dit 100 milliards, bon... 100 milliards, c'est pas grand-chose. Hein. 100 milliards, aujourd'hui, ce qu'on consacre comme argent public pour soutenir le charbon, c'est 600 milliards. Donc vous voyez que 100... C'est ce que va payer Volkswagen pour son histoire. Voilà. Une seule entreprise voilà. va payer 100 milliards pour son histoire de tricherie totale. Donc 100 milliards, voilà. Mais par exemple, comment est-ce que cet argent va être réparti, en fonction de quoi? Qu'est-ce que c'est que l'équité de ce point de vue-là, ce qui est un vrai sujet? Qu'est-ce qui va être dévolu à déjà réparer les dégâts qui ont déjà été causés et qui impactent déjà des populations, puisque cette année, pour la première fois, il y a eu plus de réfugiés climatiques que de réfugiés de guerre. Qu'est-ce qui va aller à l'atténuation des changements climatiques, c'est-à-dire comment est-ce qu'on essaye d'aider l'ensemble de ces pays à construire des infrastructures peut-être, ou à éduquer les populations, ou à déplacer des choses pour que les effets que maintenant on anticipe du réchauffement soient les moins importants possibles. Comment on fait des transferts de technologies pour que ces pays sautent directement de l'état dans lequel sont une partie de ces populations. Et je vais prendre un exemple très simple, c'est l'électricité. Il y avait une annonce qui est très intéressante à la COP, qui a été faite le premier jour par le Premier ministre indien, qui est l'alliance de 120 pays autour du solaire. L'idée, c'est qu'ils ont aujourd'hui 300 millions de personnes chez eux qui n'ont pas l'électricité, ce qui est quand même un vrai problème. Et on va essayer de leur faire sauter la case pétrole et nucléaire et de les amener directement à électricité solaire. Mais pour ça, il faut du transfert de technologie. Pour ça, il faut des investissements parce que vous n'amenez pas du solaire à 300 millions de personnes comme ça en claquant dans les doigts, quoi. Donc voilà, donc on essaye de construire une alliance de pays, d'entreprises, d'ONG, de tout ce qu'on veut, qui vont organiser ce transfert pour que ces gens-là puissent avoir accès à un développement humain normal qui aujourd'hui passe par l'électricité, mais pas au coût ni pour la planète, ni pour eux-mêmes, qui a été généré par les pays développés au cours de leur développement. Donc c'est vrai que ça, c'est des questions qui sont comment est-ce qu'on arrive à traiter les questions d'inégalité à travers une meilleure répartition des richesses, à travers des transferts de technologies, à travers le développement aussi. Parce que bien entendu, ces gens-là, l'ensemble des peuples du monde ont droit au même développement humain. Et ça, c'est vraiment une des questions qui est sous-jacente aujourd'hui à la COP. Elle ne va pas le régler complètement, mais elle peut donner un signal. Alors, il nous reste une petite dizaine de minutes pour terminer les questions étudiantes et ensuite on passera à l'échange avec la salle. Gilles, sur la question d'immigration quand même, qui est un corollaire de cette question des inégalités. La migration des espèces, des virus, des hommes et la façon dont ça impacte la Les premières migrations, elles ne sont pas humaines. Hein. En fait, ça fait longtemps que la faune, la flore, les micro-organismes migrent depuis très longtemps. En fait, pour un biologiste, face à un changement, vous avez deux solutions. Je prends le cas de la pièce ici tout d'un coup. Hein. Il se mettrait à faire très chaud, très froid. Vraiment, ça ne sentirait pas bon du tout. Qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas s'adapter, on sort de la pièce. Hein.
Donc ça veut dire qu'effectivement, le vivant réagit comme ça, quand il peut, bien sûr, il va échapper à une agression en bougeant. Ça marche pour ceux qui peuvent bouger. Un arbre, c'est pas simple. Un petit nématode de 1/2 millimètre dans le sol, c'est pas simple. Mais chouchou, les tardigrades dans nos lichens, ici, là, c'est pas simple. Alors quand vous ne pouvez pas bouger, qu'est-ce que vous faites? Vous avez deux solutions. Ou vous avez la capacité dans vos gènes de vous adapter, ou alors vous disparaissez. On revient au stock de morue tout à l'heure d'Isabelle. La morue n'a jamais disparu face à la surpêche. On a éradiqué le plus beau stock de la planète par nos pratiques, qui s'est régénéré ailleurs. Ça veut dire que c'est ça qu'il faut prendre en compte, en fait. Alors, pour un biologiste, il y a deux réactions face à quelque chose qui change. On s'acclimate. Là, je vous prends tous dans la pièce, là, je vous mets dans une chambre froide ici à côté. Je ne vais pas vous tuer. C'est pas très sympa, mais si je ne vous laisse pas une semaine, ça va aller. Vous êtes acclimaté. Comment vous avez réussi à le faire? Parce que dans vos gènes, vous avez ce qu'il faut pour vous acclimater. Ce qu'on appelle l'adaptation, c'est un vrai système sur une très longue période de temps qui est lié à notre possibilité génétique. Et tous les individus n'ont pas les mêmes possibilités. Vous savez que c'est une courbe de Gauss. À un moment, nous, sur des poissons, on regardait comment la truite, par exemple, qui est un poisson qui vit idéalement, la truite, elle adore 14 degrés. À 14 degrés, elle sait tout faire, c'est magique. Au-dessus de 19, on survit, mais on ne fait plus de bébés. En dessous de 4, c'est pareil, on survit, on ne fait plus de bébés. Donc vous avez une courbe comme ça, et chaque fois, on a fait des manips, les biologistes font ça, on leur fait un choc thermique, et on va en tuer 99%. Et on regarde ce qui se passe dans les gènes des 2% ou 10% qui a survécu. Et là, on trouve des choses. C'est ça qui se passe au niveau des populations. Donc si on peut bouger, on bouge, c'est ce qui se passe dans l'océan, c'est facile de bouger dans l'océan. Par contre, quand on ne peut pas bouger, il faut qu'on puisse s'adapter. C'est le problème des arbres aujourd'hui. On a modélisé avec des collègues de l'INRA les arbres dans l'est de la France depuis une vingtaine d'années. Et nos arbres, par rapport à nos modèles, soit ils montent en altitude pour trouver des températures plus basses, soit ils se déplacent latéralement. Eh bien, ils ont fait le chemin, ils ont fait 100 mètres en moins de 20 ans. Sur Terre, ils n'arrivent pas. Parce qu'un arbre, ce n'est pas facile, il faut qu'il fasse des graines, transporter plus loin. Et puis on arrive à des problèmes aussi, vous avez des déconnexions entre la proie et le prédateur. Un beau travail sur les mésanges qu'on a fait à Montpellier. Les papillons ont migré plus vite que les oiseaux. Pourquoi? Parce que les papillons sont beaucoup plus liés à la température de l'extérieur. Leur température, elle n'est pas constante. L'hiver, ils sont froids, l'été, ils sont chauds. Alors que l'oiseau, lui, il contrôle sa température. Du coup, quand les petits oiseaux naissaient ici, les papillons étaient 100 km au nord. Ou l'inverse a pu se passer aussi. Lui, il a migré plus vite. Et quand les petits naissent, il n'y a pas encore les chenilles. Et on a eu des cas fabuleux. On a un cas fabuleux, je ne résiste pas au fait de la raconter, de ce petit moineau à Montpellier il y a quelques années. Et c'était un biologiste qui conduisait la voiture, c'était intéressant. Il y a un petit moineau qui venait au péage, qui amenait ses asticots et qui les chauffait sur le capot de la voiture. Je dis, tiens, mais c'est vachement intéressant ce truc-là. Donc il est resté, il est revenu le lendemain, il était là. Et alors, il avait 300 km en voiture, il avait pigé le truc. On a retrouvé le nid d'oiseaux, on est allé voir les bébés quand les parents n'étaient pas là. On leur a filé un asticot cuit ou cru, ils mangeaient que le cuit. Donc vous voyez que vous avez une réponse du vivant à des systèmes comme celui-là. Et on regarde demain si tous les moineaux de la région de Montpellier vont se mettre à faire ça, comme ont fait les macaques japonais quand un animal a commencé à laver ses proies, et tous les macaques japonais maintenant lavent leurs proies. Donc tout ça pour vous montrer que le vivant est extrêmement subtil dans ses réactions. Donc soit on bouge, soit on s'adapte, ou bien on fait les deux. Donc ça, il faut bien voir que ce changement climatique va faire que les espèces vont massivement migrer vers le nord dans l'hémisphère nord, dans l'autre sens dans l'hémisphère sud. Et puis quand on va arriver au pôle, qu'est-ce qu'on va faire? Et l'énorme problème, c'est les espèces polaires, tout à l'heure qu'évoquait Isabelle. Comment ils vont faire les espèces polaires? Il n'y a pas de plus froid que là où ils sont. L'idéal pour la morue, c'est 9 degrés. La morue, elle adore 9 degrés, elle fait tout à 9 degrés. Au-dessus, elle n'aime pas trop, et puis en dessous non plus. Le corail, entre 27 et 29. Donc si l'eau devient trop chaude, le pauvre corail, en ce moment, il faut qu'il risque à la température, il risque à la remontée du niveau de l'eau, parce que ces microalgues en symbiose, il leur faut de l'eau transparente pour avoir la lumière, pour faire la photosynthèse de ces algues. Ensuite, il y a la pollution qui est là, l'acidification qui est un monstrueux problème de l'océan, totalement lié aux émissions de CO2. Et puis en plus, on pollue, on pêche à la dynamite, on pêche au cyanure. Ça commence à bien faire, effectivement. Et on voit que notre corail est extrêmement menacé. Et n'oubliez jamais une chose, c'est que dans le dérèglement climatique, si vous voulez, il se surimpose au reste. On continue à détruire les écosystèmes. On continue à polluer. On continue à surexploiter et on continue à disséminer tout partout. Donc ça commence à faire beaucoup. Donc ces migrations sont d'abord effectivement au niveau de toutes les espèces vivantes. L'humain, il suit. Et l'autre jour, j'étais assez contrit parce qu'il s'est passé des événements dramatiques en France et on nous a dit, mais qu'est-ce que vous allez faire une COP21 maintenant après ce qui s'est passé en France? Et bien justement, raison de plus pour la faire, la COP21. Parce que tout est lié. J'étais en Afrique récemment, à la fin du mois d'août, on me dit, mais qu'est-ce que vous allez faire en Afrique? Les Français souffrent. Vous savez. Si on n'aide pas les Africains à être bien chez eux, on va souffrir beaucoup plus.
Et ça résume toute la question des migrations aujourd'hui. Et je rejoins tout à fait Isabelle. Aujourd'hui, on a des systèmes. Il ne pleut plus. J'étais au Botswana cet été, j'étais en Namibie, j'étais en Zambie. Il ne pleut plus. Le Kalahari grandit tous les jours. Le Namib grandit tous les jours, le Sahara aussi. Comment on développe avec ces gens une vraie agriculture capable de vivre en milieu semi-désertique avec de moins en moins d'eau? On parlait des femmes. 700 millions de femmes entre la Mauritanie et l'Éthiopie, et puis au sud aussi, qui vont chercher de l'eau. Moi, j'ai vu une jeune fille un jour, c'était à Madagascar, elle faisait 17 kilomètres tous les jours pour chercher 15 litres d'eau, 15 kilos. Et bien, quand vous passez, vous, mesdames, ici, là, le chemin à faire tous les jours pour faire ça, vous n'avez pas le temps de gagner de l'argent pour aider votre famille, et vous faites des mauvaises rencontres en route en plus. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, pour nous, les femmes trinquent beaucoup plus dans ce dérèglement climatique. Je ne vous raconte pas le sort des femmes dans les camps de réfugiés en ce moment, en Ouganda, au Rwanda. Donc on a une vraie question fondamentale qui est lancée. Ces migrations-là désorganisent tout, et vont forcément se produire si justement on ne fait pas tout, y compris en agriculture, en pêcherie, également, pourquoi pas, en écotourisme, pour aider ces gens-là à avoir du plaisir à rester chez eux, parce qu'ils n'ont pas envie de quitter leur territoire. S'ils les quittent, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Bien, on va passer à la partie solution qu'on pourra continuer à développer avec la salle, si vous voulez bien, voilà, dans la foulée de cette énergie. Il y avait une question sur la permaculture, justement, la relocalisation de la production, comme étant une possible solution. Alors la question, c'était comment intégrer l'agroécologie, la permaculture à la réponse des besoins alimentaires contemporains? C'est absolument indispensable. Hein. C'est même pas l'intégrer, c'est qu'il faut y venir. Je voyais mon ami qui est arrivé tout à l'heure là. On travaille ensemble à la Fondation de France. On aide justement ces questions de permaculture, de semences paysannes. On travaille beaucoup aussi. L'agroécologie, elle est indispensable. Alors on parle d'agroécologie intensive. Bon, c'est un peu plus compliqué à expliquer. On sait qu'on ne pourra pas tout faire en bio, ça c'est sûr aujourd'hui. N'empêche que parce qu'en fait, il y avait quelques humains sans agriculture. Il n'y a pas d'humanité sans agriculture. Hein. Pour nourrir 7,2 milliards d'humains de main-d'œuvre, il faut forcément cultiver. Mais dans un contexte très précis, sans augmenter indéfiniment les surfaces agricoles, sans empoisonner les gens, sans gaspiller l'eau, sans mettre ces intrants catastrophiques que l'on a aujourd'hui, ça fait beaucoup de travail. Alors comment est-ce qu'on trouve des techniques, dont celles que vous évoquez, pour faire beaucoup mieux? En plus, il y a des gens, il y a des peuples qui savent faire. J'étais sur le Merapi, le volcan Merapi, qui est un des plus méchants volcans de la planète à Java, il y a quelque temps. Ces paysans travaillent sur des pentes à 80 degrés. Ils produisent, ils n'ont pas d'argent pour acheter des engrais, des pesticides, donc c'est parfait pour la région. Hein. Ils produisent le taro, qui est leur plante de base, de la banane et des fleurs, des roses, avec des rendements qu'on ne produit pas en Europe. Donc ça veut dire que des gens savent faire. Allons voir comment ça se passe. Mais pour ça, il faut un profond respect du milieu vivant. Et surtout, arrêtons de tuer les sols comme on l'a fait. Il y a plein de pratiques agricoles. Il y a de très grands agronomes français qui ont très bien expliqué ce qu'il fallait faire. Il faut suivre ces techniques. C'est absolument évident aujourd'hui, bien sûr. Juste un petit mot pour compléter. Oui, c'est un petit peu comme la question de la pêche dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a conçu finalement le sol comme un objet. Voilà, donc c'est un substrat, et puis on y met des engrais, des pesticides, etc. Et puis voilà. Et on ne se préoccupe pas de la vie des sols. Or, toutes les techniques, vous parlez de permaculture, mais c'est vrai aussi pour un certain nombre d'autres techniques, c'était le contraire. Moi, je suis ingénieur agronome. L'agronomie, c'est d'abord de comprendre son climat, ses sols, et en fonction de ça, de faire les cultures qui sont adaptées, pour lesquelles justement, normalement, on aura le moins d'intrants possible à mettre, parce qu'on aura des sols adaptés ou des pratiques culturales, hein, les mélanges de plantes, par exemple, que savent très bien faire un certain nombre de peuples de par le monde, où une plante fournit à l'autre ce qu'il lui faut, etc., que ce soit en nombre, en température, etc., en nutriments. Donc voilà, il faut absolument revenir à ça. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on voit bien qu'aujourd'hui, cette agriculture industrielle qui ne se préoccupe pas ni des sols, ni de la biodiversité, elle est en train de les tuer.
elle est en train de tuer les sols, elle est en train de tuer la biodiversité. Pourquoi est-ce que 90% des oiseaux qu'on avait en France ont disparu? C'est parce que leur nourriture a disparu, c'est parce que, parce que les sols et les champs en France sont quand même imprégnés maintenant, jusque dans les nappes phréatiques, d'un certain nombre de produits qui ne sont pas très bons pour la santé, y compris pour la santé de l'homme. Donc on est, on est obligé de revenir à des pratiques culturales qui soient des vraies pratiques agronomiques. Et encore une fois, il a raison de le souligner, Gilles, on sait faire. Simplement, c'est une modification de modèle, d'un modèle agricole, et ça, c'est relativement difficile à faire. Et il y a des résistances. Et il y aura des résistances parce qu'il y a aujourd'hui une organisation économique autour d'une certaine vision de l'agriculture qui fait que au supermarché du coin, vous trouvez des tomates qui ont poussé je ne sais où, voire complètement hors sol, mais elles sont pas chères parce qu'elles ont été produites en grande quantité, elles ont évidemment aucun goût, et elles sont bourrées de pesticides. Donc les femmes et les enfants, je vous les conseille pas. Donc voilà, donc on a un vrai problème. Effectivement, il faut absolument... Et ce qui est intéressant de ce point de vue-là, c'est que justement, dans beaucoup de pays dits en voie de développement, on a encore gardé un certain nombre de pratiques culturelles qui vont pouvoir nous aider. Alors, il y a une chose qui va être cruciale, c'est la question de l'appropriation du vivant. Et ça, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de firmes de par le monde qui essayent de s'approprier la génétique, de devenir possesseurs en quelque sorte privés des ressources biologiques de cette planète, parce que évidemment, quand on tient ça, on tient tout. Et on le voit bien, et c'est une des questions posées par les OGM, en dehors de leur nocivité plus ou moins grande, c'est que les OGM, ça appartient à des compagnies privées qui deviennent de ce fait même les possesseurs, entre guillemets, de l'agriculture mondiale. Et quand on est possesseur de l'agriculture mondiale, on est quelque part possesseur de la vie et de la conduite des sociétés humaines. Donc il y a des enjeux autour de l'agriculture qui sont colossaux. Pour nous, ils peuvent être liés aussi à dire on va essayer de consommer plus local, de consommer parce que ça fait moins de gaz à effet de serre par unité de consommation et de production. Mais au-delà de cette question-là, il y a vraiment la question de l'indépendance alimentaire d'un certain nombre de pays. Et ça, c'est des questions extraordinairement importantes. Et je dirais même que c'est des questions fondamentales. C'est tout le combat de Vandana Shiva. Vandana Shiva qui était ce matin en rencontre avec Nicolas Hulot. Place to be aussi avant-hier, c'était magique. Oui. Il y a aussi une autre solution, Isabelle, avant de passer la parole à la salle. Vous parlez de révolution. Il y a une énergie que vous dites sous-utilisée, qui serait la matière grise, qui peut aussi nous apporter quelques solutions. Non, mais parce que on se plaint toujours qu'il n'y a plus, l'énergie c'est compliqué, les matières premières il n'y en a plus. Moi je dis qu'effectivement il y a quand même une matière première qui a l'air de croître et multiplier, c'est la matière grise, puisqu'on va être de plus en plus nombreux sur cette planète, même si à un moment donné ça va sans doute plafonner, mais on est 7 milliards, on va être 10 ou 11 relativement prochainement. C'est quand même ça qu'on a intérêt à faire fructifier, puisqu'au fond, et quelque part, s'il faut parler de bonnes nouvelles, tout à l'heure vous me disiez qu'il faut parler des bonnes nouvelles. La grande bonne nouvelle, c'est que tout ce bazar ambiant, c'est pas la comète et c'est pas le bon Dieu, c'est juste nous. Ça, c'est une sacrément bonne nouvelle. Parce que ce serait la comète ou ce serait le bon Dieu, on ne pourrait pas faire grand-chose. Mais justement, on peut puisque c'est nous. Donc voilà. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que, et quand j'entends effectivement, et c'est assez légitime souvent les questions de qu'est-ce qu'on peut faire, avec l'impression qu'on porte chacun le monde sur nos épaules et qu'on est évidemment complètement dévasté par l'ampleur de la tâche. Pourquoi est-ce que tout ça s'est fait? C'est aussi parce que nos comportements, partout où nous sommes, en tant qu'acteurs de la production dans les entreprises ou dans les collectivités dans lesquelles nous travaillons, en tant que consommateurs, en tant qu'électeurs, en tant que parents, en tant que citoyens dans les associations, en tant que tout ce que vous voulez, que gens qui partent en vacances, etc. Nous sommes allés dans un certain sens. Donc c'est dans tous les compartiments du jeu qu'on peut travailler. Bien sûr, la fameuse histoire, il suffit de fermer le robinet en se brossant les dents pour régler les problèmes de l'eau. Bien sûr que non.
Mais c'est partout dans les comportements du jeu. Et notre responsabilité aujourd'hui, c'est d'agir partout dans les comportements du jeu. C'est-à-dire en tant que citoyens, consommateurs, électeurs, représentants de la société civile, appartenant à des entreprises, appartenant à des collectivités, etc. C'est partout qu'on peut faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Bien sûr, il y a la COP. Peut-être qu'il va sortir du chapeau un accord qui va être le moins mauvais possible, le 11 décembre. Mais il y aura un 12 décembre, il y aura un 13 décembre. Et si nous, on ne s'y met pas tout de suite, partout, ça ne bougera pas. Et il ne faut pas attendre le coup de baguette magique de la COP 21 ou 25 ou 32. C'est quand même nous tout de suite maintenant, quoi. Et ça, je crois qu'il faut qu'on en ait conscience et il faut qu'on s'y mette, il faut qu'on arrête de pleurnicher parce que ça dépend de nous et ça ne dépend que de nous. Gilles voulait raconter une petite histoire. Une petite avant histoire la parole à sur... la salle. C'est le Dalai Lama qui racontait ça. En fait, il dit, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, tout petit paysan, ou scientifique, ou tout ce que vous voulez, à mon niveau, 7 milliards, les problèmes que l'on a. Il dit, écoute, je te mets une nuit dans une chambre avec un moustique. Tu vas voir lequel va empêcher l'autre de dormir. Voilà, exactement ce qu'il faut qu'on fasse. Alors voilà, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, mademoiselle, et après madame. Bonjour. Oui. Vous pouvez-vous... Alors, Lucie, je suis en école d'ingénieur. Bonjour. Alors, en fait, vous avez parlé tout à l'heure en Inde, peut-être du fait qu'ils voulaient avoir donc de l'électricité basée sur des énergies renouvelables. Moi, ma question, c'était est-ce qu'on est sûr aujourd'hui que, par exemple, des champs de panneaux solaires, ça n'aura pas d'impact sur les écosystèmes, sur les endroits où ils vont être faits, par exemple? Et ensuite, aussi, un gros problème, c'est qu'aujourd'hui, le stockage de l'électricité, donc c'est fait avec des batteries faites avec du lithium qui sont extrêmement toxiques. Donc au final, est-ce que ça n'aura pas des impacts néfastes? Et aussi, plutôt que d'essayer de mettre de l'électricité en Inde, on n'essaierait pas d'apprendre aux populations à vivre en symbiose avec la nature, maintenant qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas vivre sans elle? Voilà. Alors moi, je veux bien, si vous avez envie d'arrêter l'électricité, allons-y. Non, l'homme a besoin d'énergie. À un moment donné, on avait les esclaves, c'était une énergie pas mal, mais bon, il paraît que c'était pas très politiquement correct, donc on a arrêté. Donc l'homme a besoin d'énergie. La question, c'est de savoir comment est-ce que on produit l'énergie au moindre coût global, c'est-à-dire à la fois environnemental et social, mais forcément, il y aura un coût. Donc effectivement, les panneaux solaires, c'est une solution qui a un coût environnemental nettement moins important globalement que d'aller prendre du pétrole dans le sol pour le brûler et balancer des gaz à effet de serre. Je ne dis pas que c'est un coût environnemental zéro, mais ça n'existe pas, le coût environnemental zéro. Simplement, plus aussi ce sera délocalisé, moins il y aura de coût environnemental. Mais on ne peut pas dire à ces gens-là, démerdez-vous sans électricité. Enfin, allez leur dire. Ah ben oui, mais vous êtes des purs, vous êtes dans la nature, les petites fleurs, les petits oiseaux, débrouillez-vous avec ça. Mais non. Mais non, les enfants, ils ont besoin d'électricité le soir pour faire leurs devoirs. Les femmes, elles ont besoin d'électricité pour ne pas être obligées, comme le disait Gilles, d'aller faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau, parce qu'il il faut des pompes qui puissent éventuellement chercher de l'eau. Pour que les gens... Enfin, je veux dire, c'est normal, on peut pas leur dire ça, quoi. Je crois que, par contre, effectivement, il y a une chose qu'on peut sûrement faire, nous, déjà, qui va bien arranger les choses, c'est d'arrêter de la gaspiller, l'énergie. Parce que déjà, nous, il y en a 30% en France qui partent directement à la poubelle sans qu'on s'en soit jamais servi. Donc ça, là, on peut faire quelque chose. Je ne sais pas si vous savez que la veille de vos appareils électroménagers en France, ça représente l'équivalent d'un réacteur nucléaire. Ah oui, c'est beaucoup d'énergie gaspillée pour rien. Alors on se bat contre le nucléaire, mais enfin déjà, si on éteignait nos télés la nuit pendant qu'on dort, ou nos ordinateurs, ou etc., bah, tout ça, c'est... Voilà. Donc il y a 30% de gaspillage direct, donc on peut peut-être essayer de réfléchir avec quelque chose, et il y a 30% de très mauvaise utilisation, parce que nos maisons chauffent les petits oiseaux, parce que on se véhicule dans des engins qui datent du siècle dernier, et qui ont un rendement complètement catastrophique, parce que, enfin, voilà. Donc il y a à peu près 30% encore qu'on peut gagner en étant plus efficace.
Et puis bon, après, il y a quand même une énergie dont nous avons besoin. Donc on ne peut pas tout à fait faire l'impasse dessus, même si on essaye d'être le plus intelligent possible en termes d'empreinte. En fait, c'est la recherche scientifique qui va résoudre la question. Tout ce qu'on a vu, c'est pas bon. Regardez un arbre, il y en a des arbres là. Mais il sait faire ce dont on a besoin. Et ça fait 300 millions d'années qu'il sait faire ça. Moi, c'est ma libellule, ma chouchoute, vous savez très bien. Ce que c'est faire une libellule, mais aucun hélicoptère de combat sait faire le centième de ce qu'elle sait faire depuis longtemps. Un arbre, il fait quoi l'arbre là? Puisque ça ne marche pas la nuit, sa photosynthèse, ça ne marche que pendant la journée. Donc il sait faire de l'hydrogène à partir de l'eau, très bien, sans aucun problème, à des coûts d'énergie extrêmement bas. Et la nuit, il sait stocker l'énergie. Comment il fait? C'est ça qu'il faut qu'on aille regarder. Mais on est beaucoup trop arrogant en inventant des trucs catastrophiques. Le nucléaire, c'est typique. L'énergie de demain, ce n'est pas du tout ce qu'on fait aujourd'hui. Le solaire, oui. Hein. La seule énergie du vivant, c'est la lumière du soleil. Il n'y en a pas d'autre. Et en plus, ce que je dis souvent, c'est que avant que l'humain développé n'apparaisse, il n'y a aucun déchet sur la Terre. Là, on crève dans nos déchets. Parce que le CO2, qui était un fabuleux produit, sans CO2, il n'y a pas de vie. Qu'est-ce qu'a fait le système de la Terre? Il l'a stocké dans des couches géologiques. Et tranquillement, à l'abri de tout, qu'est-ce qu'on fait? On le remet dans le système aujourd'hui. Et il devient un poison. C'est là qu'est le problème. C'est notre arrogance à tout vouloir réinventer qui nous a mis dans ce problème actuel d'aujourd'hui. Donc vous avez raison. Le stockage d'énergie, il est résolu depuis très longtemps par le vivant. Regardons comment ils font. Il faut pas son arrogance pour faire ceci. Hein. Ma libellule, elle va à 360 degrés. Elle a 9 techniques de vol, l'hélicoptère. Elle encaisse 30 G. Un pilote de chasse à 30 G, le type, il a les globules rouges dans l'occiput. Hein. Il est terminé. Ma libellule, elle sait faire. Elle vole à 100 km avec quelques watts. Attendez! On a des choses fabuleuses. Et puis, qu'est-ce qu'on fait, les libellules? On assèche nos mares, on mène toutes nos saletés dedans, et il n'y aura plus de libellules. C'est là qu'est le problème. Quand le BG, je termine là-dessus, est parti en Inde en 2007, la vraie espèce disparue récente en grande espèce, c'est celle-là, dauphin du Yangtze-Kiang. Tout le monde s'en foutait. On me dit, mais que sont avec ton BG, je ne savais même pas qu'il existait à Paris. D'accord, ok. Le BG avait inventé la plus fabuleuse écolocalisation jamais inventée par le vivant, parce qu'il venait d'un fleuve, où quand on mettait sa main dans l'eau, on ne voyait plus ses doigts. Les yeux ne servaient à rien. Là, il est parti. Tout le monde s'en fout. Il y avait chez le BG un truc fabuleux à aller chercher. C'est ça qu'il faut qu'on combatte, en fait. J'aime beaucoup Edgar Morin quand il dit, finalement, on est toujours homo faber. On est pas mal démence, mais on n'est pas du tout encore sapiens. Merci Gilles pour ce beau témoignage. J'ai écrit un livre sur les dauphins ambassadeurs postfacés par Edgar Morin, justement. Et je voulais rebondir sur ce que vous disiez à propos des animaux. En fait, on a beaucoup parlé de nos pensées, mais il y a des animaux, les baleines et les dauphins, qui viennent aussi nous interpeller sur l'état de notre planète et qui ont envie de nous transmettre aussi et de communiquer. Ça, c'était une première chose. Moi, je reviens d'Afrique du Sud et je voulais vous poser une question précise, puisque vous semblez connaître l'Afrique du Sud, avec les éléphants qui vont bientôt disparaître. On va ordonner à nouveau de les tuer parce qu'ils se reproduisent trop rapidement. Alors, qu'est-ce que l'on fait à propos des terres, puisqu'on parle beaucoup de l'humain, mais qu'est-ce qu'on fait par rapport au règne animal qui cohabite avec nous sur notre planète? Comment va-t-on faire pour gérer les espaces? Et on revient aux réserves. En fait, la question, c'est qu'aujourd'hui, on connaît un peu plus de 2 millions d'espèces vivantes. Hein. Je mets tout dedans, virus, bactéries, les protistes. Hein. Tara Océan nous ramène 800 000 espèces nouvelles de protistes dans l'océan. Ensuite, bien sûr, les champignons, les plantes et les animaux. Il n'y a pas que les animaux, hein. Il y a beaucoup plus que ça. Sans les plantes, il n'y aurait jamais eu d'animaux sur la Terre. Il ne faut quand même pas qu'on l'oublie. On est fait, nous aussi, de bactéries, je disais tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'il faut de la place pour tous ces petits mondes. Alors, quand on dit que vous voulez sauver les bactéries, elles sauveront toutes seules. Hein. Elles étaient là bien avant nous, elles sont là avec nous, elles sont là bien après nous. Donc pour rappeler les espèces emblématiques que vous évoquez là, c'est une question de gestion, effectivement. Où est la place pour le tigre en Inde aujourd'hui? Où est la place pour le loup en Europe? Tous les jours, on est attaqué sur le loup. C'est une discussion très forte que l'on a. Hein. Quelle place on laisse aux autres? L'humain et ses animaux domestiques. N'oublions pas que l'humain n'est jamais tout seul. Il est avec son ensemble d'animaux domestiques. Il faut bien voir juste un chiffre intéressant. Il y a 10 000 ans, quand l'humain s'arrête de bouger, et que les femmes commencent à faire beaucoup de bébés, ça a commencé à ce moment-là, hein. Il n'y a plus que Homo sapiens sur la Terre, on a à peu près 0,1% de la biomasse de tous les mammifères, les humains et les mammifères domestiques. Aujourd'hui, humains et animaux domestiques mammifères, on est 90%. La question que vous posez, elle est là. Quelle place il reste pour les autres? Donc il faut effectivement qu'on y réfléchisse, on n'est pas tout seul. Quelle place on leur laisse? Dans quelles conditions? Comment on cohabite avec eux? Revenir aux éléphants.
Les éléphants sont massacrés partout. Aujourd'hui, le seul pays qui a encore des éléphants dans des conditions correctes, c'est le Botswana. Ce n'est pas l'Afrique du Sud. Hein. Ils sont massacrés en Namibie, ils sont massacrés en Zambie, ils sont massacrés au Zimbabwe, ils sont massacrés en Angola. Le Botswana a plus de la moitié des éléphants d'Afrique qui restent. Mais il commence à avoir des soucis, parce que dans le Kavango, il n'y a pas d'humains, ça va. Mais quand ils sortent, pour un paysan, un éléphant, c'est 1,5 tonne par patte d'éléphant. Et quand il rentre dans un champ, croyez-moi que pour le type, c'est pas rigolo du tout. Hein. Donc il y a vraiment des choses qui sont à gérer. C'est où est la place de l'humain, où est la place pour les autres. Et là, ça passe forcément par les questions de réserve, bien sûr. Mais il n'y a pas de place pour les éléphants dans les champs humains, ça c'est clair. Hein. Oui, bonjour. J'ai une question. Vous nous avez parlé beaucoup de CO2. Qu'en est-il du méthane et notamment de ce qu'on appelle le permafrost? Et voilà, on l'a entendu, ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment de nouvelles, donc... Je vais peut-être répondre sur cette question parce que je m'y suis un peu intéressée dans le Grand Nord. Et il y a un des chapitres qu'on a intitulé avec Eric « Et pourtant elle bout ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, les mers bordières de la Russie commencent à bouillir. Alors, elle bout pas parce que c'est trop chaud, comme on n'est quand même pas là, mais elle bout parce que le fond des mers et une partie du sous-sol est gorgé de méthane, qui est dû, comme l'a très bien expliqué tout à l'heure l'éminent professeur, au fait que, voilà, que le sous-sol séquestre les produits de la décomposition donc des plantes sous forme de CO2, mais sous forme de méthane. Ce méthane, il était stable dans le fond des mers ou dans les océans parce qu'il y avait la température et la pression qui faisaient que ça restait solide. Et maintenant, ça commence à partir en gaz. Donc dans le permafrost, c'est-à-dire le sol qui était gelé tout le temps, qui n'est plus gelé maintenant pendant l'été, ben, ça sort pendant l'été en quantité assez considérable. Et puis dans le fond des mers, et comme les mers bordières de la Russie ne sont pas très profondes, elles font maximum quelques centaines de mètres de profondeur. Évidemment, la question du réchauffement se diffuse encore plus vite que dans les mers très profondes. Et donc ce méthane, qui était sous forme comme des petits cailloux, hein, ça s'appelle savamment l'éclatrate de gaz, est en train de passer sous forme de gaz. Sauf que le problème, c'est que le méthane a un pouvoir de gaz à effet de serre 23 fois supérieur au CO2. Alors, il reste un peu moins longtemps dans l'atmosphère, mais quand même, il a un pouvoir d'effet de serre considérable. Et là, alors les spécialistes, on ne va pas jouer à se faire peur, mais évidemment, les gens, les climatologues parlent un peu de bombe climatique, parce que un petit dérèglement, c'est pour ça un peu la question des 2 degrés, on y revient. Pourquoi on a dit 2 degrés et pas 1,5, qui serait mieux d'ailleurs, on souffrirait moins. C'est parce qu'en gros, à partir de 2 degrés, il y a des phénomènes en chaîne qui vont commencer à avoir lieu de manière massive et où les scientifiques disent, mais là, on ne sait pas. Il va se passer des choses incontrôlables. Et la question du méthane en est une. À partir d'un certain moment de réchauffement, un relargage extrêmement massif du méthane de l'atmosphère va avoir des conditions, il va y avoir des conditions qui vont se créer, on va avoir des événements en chaîne, et là on va peut-être prendre 5 degrés, 10 degrés ou j'en sais rien. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui la question du méthane, on ne peut pas y faire grand-chose, on n'a pas encore inventé le filet à méthane ou la capture de méthane, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un souci qui commence à se faire et qui est monitoré par les scientifiques sur cette question. Oui, monsieur. Ah, monsieur dans le fond. Oui, bonjour. Oh, monsieur du fond, je ne vous vois pas. Non, allez-y. Ce monsieur du fond. Bonjour. Bonjour, Fabien de Poitiers. J'aimerais revenir sur la problématique de surpêche. Je n'ai pas entendu parler en fait de la finalité de ces pêches parce que il n'y a pas très longtemps, j'ai écouté une conférence de Paul Watson et effectivement, il affirmait que ces pêches, alors il parlait des bateaux pirates que vous avez indiqués et là, on n'est plus du tout dans de la cueillette, hein, c'est des bateaux usines qui ont des filets à 2 km de profondeur, il faut 200 heures pour les remonter. Il y en avait 6 ou 7, effectivement, Interpol a travaillé actuellement dessus pour les arrêter, il y en a sûrement d'autres. Mais je voulais revenir sur la finalité de ces pêches. En fait, il indiquait que 90% des poissons pêchés en fait, ne finissaient pas dans les assiettes des consommateurs. En fait, c'est des sources de protéines qui sont utilisées par ailleurs pour des élevages et qu'en fait, une grande partie des poissons n'est plus du tout dans une pêche de subsistance.
on pourrait continuer à pêcher si cette pêche-là, on l'utilisait effectivement que pour nourrir des hommes et non pas pour faire perdurer des systèmes où on a besoin d'enrichir en protéines. Voilà. Alors, le chef du 90%, je ne le connais pas. Pour répondre rapidement, moi je crois qu'on est plutôt sur un quart. Mais c'est vrai qu'on a aujourd'hui deux types de pêche. On a la pêcherie de subsistance pour le poisson qu'on mange. Alors, il faut savoir que nous, les Européens, on en mange trop par rapport à ce qui est disponible. On en mange à peu près 15 fois plus qu'un certain nombre d'autres pays dans le monde. Mais on a aussi ce qu'on appelle la pêcherie fourrage. C'est-à-dire qu'on va pêcher des poissons et surtout des petits poissons qui n'ont pas grandi, qui ne se sont pas reproduits, pour aller nourrir nos élevages de poissons. Donc, vous voyez, c'est quand même pas mal. Ou de cochons, bien sûr, ou d'animaux domestiques. Et évidemment, là, le coefficient de transformation, il est très mauvais. Parce qu'au lieu de consommer directement la protéine de poisson, on passe par un autre intermédiaire. Et en général, c'est un coefficient de 1 à 10. En général, pour sauter d'un étage dans la chaîne alimentaire, ça va de 1 à 10. Donc effectivement, ces poissons seraient bien mieux à nourrir des êtres humains directement qu'à passer par des chaînes. Donc il y a un truc qui est assez simple. Il faut quand même arrêter ou en tout cas limiter notre consommation de viande, ça c'est sûr. Et puis peut-être limiter aussi notre consommation de poissons d'élevage, parce que les poissons d'élevage, ils sont quand même nourris avec ça, quoi. Une autre question? Oui, monsieur? Oui, bonjour. J'ai entendu dernièrement qu'un pays relançait la pêche à la baleine alors qu'il y a eu un accord de signé il y a quelques années. Alors ma question est double, dans le sens, que peut-on faire contre ce pays? Est-ce qu'il faut faire, comme a dit Madame Autissier, faire venir éventuellement l'armée? Et la deuxième question, c'est qu'un accord a été signé et on s'aperçoit qu'il y a des pays qui avaient signé cet accord ne respectent pas cet accord. Alors ça a été un peu abordé pour la COP 21. 196 pays vont signer, nous l'espérons, mais si quelqu'un déroge à la règle, malgré les moyens de surveillance par les drones, les satellites et autres, quelles sont les restrictions ou les représailles que l'on peut avoir? Alors, sur les baleines, on parle de pro-whaling ou d'anti-whaling depuis longtemps. Il faut voir comment marche la Commission baleinière internationale. On s'est mis d'accord sur un moratoire dans les années 60, mais c'est un moratoire qui se poursuit. Il n'y a pas de loi anti-chasse à la baleine aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va se faire? Alors, les pro-whaling, on les connaît, c'est les Norvégiens, ce sont les Russes, ce sont les Japonais, les Islandais. Et à fond contre les Néo-Zélandais, les Australiens. Les Français sont très tendres. Les Français n'ont jamais manifesté des formes d'opposition très fortes à la chasse à la baleine. On n'en fait pas, mais on n'a pas suffisamment manifesté contre, comme le font certains pays du Sud. Est-ce qu'on va rentrer en guerre avec le Japon parce qu'ils pêchent quelques baleines? C'est la vraie question qui est posée. Il y a eu un travail de Steve Palombi il y a quelques années, parce qu'en plus, ils ont le droit ils s'octroyaient le droit au niveau de la commission baleinière de pêcher 4 ou 5 espèces. Or, il était allé dans des endroits, parce qu'ils mangent de la baleine au Japon, il était allé dans un restaurant où on mangeait de la baleine. Et il avait fait un doggy bag, sans le dire aux gens, c'est totalement interdit ce qu'il avait fait, et il a mis de la chair de baleine qu'il avait mangée dans ce restaurant, qu'il avait commandé tout du moins, et il l'a ramené aux États-Unis. Et par la génétique, il y avait 14 espèces de baleines dedans, tout simplement. Donc les gens trichent, sans vergogne. Alors ça a hurlé partout parce qu'il avait ramené illégalement hors du Japon de la viande de baleine servie dans un restaurant japonais. Mais on avait la preuve formelle qu'en fait, ils pêchaient bien plus que les seules espèces qui étaient à l'époque tolérées. Donc c'est une vraie question. La question toute simple, c'est qu'est-ce qu'on a comme mesure de coercition? Qu'est-ce qu'on peut faire si un pays continue à pêcher des baleines? C'est tout. Paul Watson a répondu. Vous avez vu ce qu'il a fait. Voilà, c'est tout. Mais je pense aussi que là, la puissance de l'opinion publique est importante. Et c'est peut-être ça qui peut, à un moment donné, faire changer. Parce qu'aujourd'hui, au Japon, où comme la pêche de globicéphale, beaucoup plus près de chez nous, au Féroé, c'est aussi parce qu'il y a une pression internationale. Moi, je suis allée au Féroé et j'ai discuté avec les gens. Les gens ils disent « Ah, vous nous aimez pas c'est vrai qu'on est mal vu. D'ailleurs, nos jeunes, chez nous, ils commencent à dire que c'est pas bien. » Donc, on voit bien comment, à un moment donné, la pression, la dénonciation, le fait... Des fois, vous vous dites « Signer une pétition, ça sert à rien. » C'est pas tout à fait vrai. À un moment donné, ça fait masse. À un moment donné, il y a des messages qui passent. Et puis, ça permet aussi, petit à petit, de faire changer les choses. Et le jour où les jeunes Chinois ou les jeunes Japonais ne mangeront plus de viande de baleine, on arrêtera de pêcher la baleine, quoi. Il y avait une tradition dans le nord de l'Inde, d'un petit village du sud de l'Himalaya, où ils tuaient 200 000 bovins
dans une espèce de sacrifice rituel chaque année. Ça dure depuis toujours. Pour la première fois, en 2015, ça n'aura pas lieu. Parce que ce sont les populations qui se sont, au Bhoutan et en Inde, qui se sont opposées. Et c'est ça qui va marcher à terme, finalement. Puis tous ces vieux qui faisaient ça, ils vont disparaître. Donc les jeunes, ils seront différents, j'espère. Hein. La même chose dans la baie au Japon, la baie de Kodi, ça où il y a ces massacres de Japon. Alors, avant de passer à deux dernières questions de la salle, sur les jeunes, Gilles Boeuf, est-ce qu'on va attendre un renouvellement de génération pour vraiment arriver dans le dur? Est-ce qu'il fait tout repose l'éducation? J'ai une petite fille qui a 4 ans. Et elle vient quelquefois me voir à Paris, donc je l'ai mis parce que le matin, je la mets dans son bain, elle joue avec son petit poney là, pendant un bout de temps. Et elle me dit, Gilou, tu mets pas trop d'eau dans la baignoire, si tu mets trop d'eau, ça va tuer les ours polaires. Alors, j'ai adoré. Et je vais être là le 15 décembre avec Uberrive, on est devant 30 000 enfants français, hein, 1 heure sur l'univers, 1 heure sur la vie. Et je commence par raconter cette histoire sur ma petite fille à ses enfants. Comment la démarche d'une petite fille, dans ce qu'on lui raconte un peu partout, ce qu'elle lit, ce qu'elle écoute, ce qu'on lui raconte, l'a amenée à faire une telle réflexion. D'ailleurs, ça l'a un peu troublée parce que je lui racontais ça, elle me dit, Gilou, est-ce que ce que j'ai dit là, c'était vrai? Donc vous voyez le genre de question, bien sûr, hein, l'avenir il est là. L'avenir il est là. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes en fait qui font changer les parents. On va une génération, les 30 glorieuses, c'était pas glorieux du tout pour l'environnement, c'était une catastrophe pour l'environnement. Hiroshima et Nagasaki, hein, 1945. La première fois où la technologie de l'humain, son savoir et ses connaissances, l'amène à créer des événements d'ordre des grandes catastrophes naturelles. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. On bascule. Pour moi, c'est une date fatidique d'avoir une bombe nucléaire. Pourquoi 2? On peut se poser la question. Et puis, c'est également l'explosion du baby-boom. Entre 1945 et aujourd'hui, on a triplé la population humaine. 3 fois plus. Donc le problème, il est là aujourd'hui. Donc comment est-ce que nos jeunes, effectivement, aujourd'hui, vont être capables... Alors, ce qu'il ne faut surtout pas, c'est les désespérer. Hein. Je suis prof d'université, je n'ai pas passé mon temps à leur dire, vous savez, c'est foutu, de toute façon. Pas du tout, au contraire. Battons-nous. Ne faites surtout pas comme ont fait vos aînés ou vos grands aînés, avec cette économie stupide. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Et cette économie actuelle qui consiste, et là je vais être solennel, je ne suis pas souvent, mais des fois ça m'arrive, qui consiste à faire de l'argent, souvent très vite, en détruisant la nature et le vivant, et en la surexploitant, elle est finie. Donc il faut qu'on passe à autre chose. Alors, ces vieux-là qui en sont... Écoutez le patron d'Exxon récemment, mais c'était indécent ce qu'il a dit la semaine dernière. On va vous résoudre le problème par la géo-ingénierie. Même connerie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, allons voir comment le vivant a fait pour résoudre les questions. Donc, le biomimétisme, les sciences participatives, et je crois de plus en plus maintenant aux monnaies complémentaires aussi. Il y a un essai en Suisse en ce moment qui consiste en fait à, quand vous avez acheté un objet, la chemise de monsieur, là par exemple, ou le collier de la jeune fille ici, là, on regarde le coût environnemental de ce produit. Et on vous donne une monnaie complémentaire qu'on appelle, nous, Drop in the Ocean, DIO, avec des collègues suisses. Donc on vous donne 1 franc suisse, c'est 10 DIO. Et avec cet argent, vous payez vos impôts. Alors on ne pourra pas faire 100% de monnaie comme ça. Ce n'est pas parallèle, c'est complémentaire. Hein. Ce n'est pas les bitcoins. Et par des systèmes comme ça, les États rendront les gens beaucoup plus vertueux. Ils auront intérêt à favoriser des fabrications de produits qui seront vertueuses pour l'environnement. C'est des choses comme ça qu'il faut mettre bout à bout. Cette économie, elle a vécu. Il faut passer à autre chose. Et ça, je crois beaucoup aux jeunes et aux enfants pour y passer, bien sûr. Parce qu'ils commencent à en avoir ras-le-bol du monde qu'on leur a préparé. Un peu au cadra aussi. Hein. Encore. Non, mais en plus, c'est quand même plus excitant et plus intéressant de faire autre chose que ce que le vieux monde a fait. Hein. Cours camarade, le vieux monde est derrière toi. C'était quelque chose que nous, on disait quand on avait 20 ans, mais je pense que c'est encore vrai. Et je pense que voilà, on peut aussi courir ensemble vers un peu autre chose. Quoi. Il faut s'adapter. Pour s'adapter, il faut changer. C'est ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. On veut s'adapter sans changer. Ça ne marche pas. Alors, je ne sais pas si on a le temps de... une dernière question. Allez, mais très courte. Madame là-bas, une dernière question. Oui. Peut-être le vieux monde est derrière nous, mais lors du tsunami en 2011, j'avais été happée par quelque chose dans le journal indiquant que toute la population du Nil avait été sauvée parce qu'ils se rappelaient des histoires d'antan. Et lorsque la mer allait se retirer, il fallait qu'il monte. Une seule personne a été tuée. Or, est-il possible que nous ne pensons pas à notre monde parce qu'on n'écoute plus les histoires d'autrefois, la tradition orale parle de ça, et qu'on considère que les histoires ne sont que pour les enfants? Oui, une très belle question sur les savoirs.
Mais on le voit bien, on en parlait tout à l'heure sur l'agriculture. Il y a aujourd'hui tout un tas de savoirs qui étaient historiquement pour nous en Europe les savoirs de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents qu'on aimerait bien retrouver aujourd'hui en termes d'agriculture parce qu'ils avaient repéré, ils avaient remarqué, parce qu'ils regardaient ce qui se passait et à partir de leur observation de la nature, ils comprenaient évidemment les choses et ils agissaient après. Et nous, on a eu un peu... on a fait les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a commencé à faire, et puis après, on a vu les conséquences de ce qu'on avait fait. Donc je pense qu'effectivement, la réintégration de ces savoirs, c'est vrai au niveau des médicaments. Il y a tout un tas encore aujourd'hui de populations qui continuent à utiliser des techniques traditionnelles de soins, qui sont des techniques qu'on a, nous, oubliées, ou en tout cas qu'on a mis de côté. Donc bien sûr, mais la biodiversité humaine, elle est au moins aussi importante que la biodiversité naturelle, parce qu'elle nous permet aussi d'avoir des sociétés qui sont plus globalement plus résilientes. Plus il y a de différences, plus il y a de mélanges, plus il y a de mixtes, plus c'est solide. Hein, on vit de l'interaction les uns avec les autres. Donc je pense qu'effectivement, dans ce cadre-là, le fait de garder... ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aussi réfléchir autrement et inventer d'autres choses. Je pense qu'il ne faut pas opposer les deux. Ce n'est pas ou tout bien de refaire ce qui se faisait avant, ou tout bien d'oublier et de faire autrement. Je pense qu'il faut qu'on trouve un équilibre entre des choses qui ont été accumulées traditionnellement par les hommes et qui sont encore dans les cultures, et puis des idées nouvelles, des modèles nouveaux, des choses nouvelles qu'on va pouvoir construire collectivement. Le monde ne veut pas dire qu'on oublie ce qu'on a fait de bien dans le passé, au contraire. Hein. Il faut le revaloriser. C'est Claude Lévi-Strauss qui disait que tout ce qu'on a appelé comme superstition, aujourd'hui, quand on redécouvre ces superstitions, on est ébahi du bon sens de certaines superstitions. Ce qu'il faut arrêter, c'est les choses stupides qu'on a fait dans le passé, c'est clair. Hein, mais ne pas réutiliser ce que des anciens savaient faire, ça n'a pas de sens. Bien sûr, quand mon arbre, je reviens à mon arbre, c'est pas le passé, c'est 300 millions d'années. Il sait faire des trucs dont on a besoin aujourd'hui. Allons voir comment ça se passe. Merci à vous. Merci à tout le monde et merci à mes beaux invités.